Salut à tous, bienvenue sur ce Twitch de Software Crafter Lyon. Je vous préviens tout de suite, c'est mon premier Twitch, donc voilà, faut me prévenir si je fais une grosse connerie, que vous me voyez pas, ou vous me voyez trop, ou vous m'entendez trop. Toutes les questions sont les bienvenues, on va essayer de faire un truc un peu interactif. Simplement, sais pas moi qui vais les lire, mais nos gentils organisateurs vont se charger de me rapporter les questions principales. Et donc ce soir, le sujet, c'est comment dire. Je vois passer plein de candidats en entretien d'embauche, du coup, vu que je suis tech lead back-end chez Mythic. Et vraiment, à chaque fois, je constate que les gens se prennent les dents dans les tests, en fait, souvent à cause de malentendus dans l'industrie. Et c'est des malentendus vraiment très répandus, qui vont être très compliqués à débunker. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et comme vous le savez, voilà, il faut beaucoup plus d'efforts pour débunker une fake news que pour la diffuser. Donc il y a vraiment des choses qui sont ancrées très fort. On va essayer de se battre pour ça. Alors, est-ce que quelqu'un a noté l'heure de la citation de la loi de Brandolini, s'il vous plaît? 19h01, pas mal. On va essayer de citer le max de lois possible, alors du coup, vous m'avez chauffé là. Du coup, le but là, c'est de vous faire passer dans la situation du haut, dans laquelle, mais je sais pas moi, la grande majorité des développeurs sont keblo quand ils essayent de faire des tests, c'est-à-dire je fais des tests à la fin, ça me fait perdre du temps, quand je veux changer la moindre classe, je suis obligé d'abord de tracher mes tests pour les refaire ensuite. Les gens n'en sont pas contents, mais croient que c'est une fatalité. Il faut passer à la situation du bas sur cette slide où vraiment le test, c'est un truc que vous faites en premier qui vous aide à développer. J'ai eu des dialogues avec... Ouais. Ces slides, les fameuses que je n'avais pas affichées, donc excuse-moi. Pardon, c'est bon, on a tes slides, tout va bien. Yeah. Très bien. Donc c'est pas grave. Du coup, je vous ai mis une petite citation sur ce slide, je les partagerai après, hein, donc vous embêtez pas à noter les liens YouTube avec les Z9 machin truc. Mais c'est une citation de Ken Beck qui dit que lui, il moque quasiment rien. Alors je vais faire un peu de name dropping ce soir. Ken Beck, c'est qui? C'est juste le type sans qui on serait pas là. En fait, c'est l'inventeur de l'extreme programming, des ancêtres des frameworks du style JUnit, PHP Unit, etc. Qu'il avait fait en Smalltalk, je crois, à l'époque, SUnit. Co-signataire des méthodes agiles. Donc, je vais essayer d'éviter de vous dire faites juste comme un tel gros argument d'autorité. Par contre, ça va être important des fois un petit peu de citer des gens pour la phase de unfreeze. Ça, c'est un petit schéma que j'aime bien, qui est un schéma de conduite du changement, parce qu'en fait, franchement, bon, on est entre crafters, communauté des crafters lyonnais, je ne m'inquiète pas sur le fait que vous soyez très ouverts d'esprit, pas de problème. Mais le gros problème, finalement, c'est de convaincre la majorité. Et pour convaincre la majorité, il faut d'abord casser au pic à glace, finalement, leur préconception sur ce qu'est censé être un test. Et donc, je ne sais pas chez vous, hein, vous pouvez le dire dans le chat, mais chez moi, j'ai vraiment rencontré plein de gens. Et j'en ai fait partie moi-même avant, d'ailleurs. Hein. Attention, toutes les bêtises que je vais citer ce soir, je les ai pour vous avant. Hein. Je ne prends personne de haut. Mais voilà, il y a plein de gens qui sont bloqués sur le fait qu'un test, c'est censé être ça. Tout le monde fait comme ça. Et donc, c'est juste pour casser ça que je vais citer un petit peu des gens d'autorité. C'est pas pour ensuite m'en contenter, mais c'est pour casser cette certitude que on fait comme ça. Non, vos collègues font comme ça, mais les créateurs des tests automatifs font pas comme ça. Donc, comme je vous dis, on va pas se contenter de citer des gens, on va faire du live coding. J'en avais déjà fait il y a un an au forum PHP, donc un projet PHP sur lequel on va revenir un petit peu pour faire du live coding dessus. Mais finalement, le langage est un détail, ce sera valable pour n'importe quel langage objet, ce qu'on va dire. Et voilà, comme beaucoup de gens aiment bien PHP, surtout je trouve dans la communauté Java par exemple, on va les prendre en tenaille en faisant un petit Scala à part au-dessus. Pardon. Voilà. En fait, mais je vous rassure, on va pas faire du Scala complexe avec de la programmation fonctionnelle poussée, des monades, des machins. On va faire vraiment du Scala juste pour la syntaxe, mais au final, on va faire de la programmation à l'ancienne, qui va choquer d'ailleurs les devs Scala un petit peu émérites. Voilà. Donc là, mon but ce soir, c'est de me fâcher avec la communauté PHP et la communauté Scala et la communauté Java au passage. Du coup, alors on nous remonte des petites coupures son et c'est vrai que je les ai un peu. Tu sais, ton son ne se déclenche pas de temps en temps, dont on discutait juste avant, qui est en train d'arriver. Ok, bah du coup, c'est ce moment. Ce moment, si tu peux juste checker tes settings Discord et passer en manuel, apparemment, pour qu'on nous le remonte. Ouais, voilà, quelques coupures. Ok. Ah, pas sûr que ça vienne du déclenchement. Ah, alors c'est peut-être complètement ma faute. Je veux bien que vous me disiez si vous avez des coupures aussi quand c'est moi qui parle. Comme ça, on arrive.
Ça nous permettra de trouble-chat ce problème. Ouais. J'ai les mêmes coupures du coup de mon côté. Je meuble gentiment pendant que JM se bat. Du coup, alors volume d'entrée, volume de sortie. C'est volume de sortie, il faut surtout pas que je monte pour pas Ni vous l'un ni l'autre, dégommer faut les pas toucher oreilles. les volumes, faut descendre un tout petit peu et tu vas avoir un truc niveau automatique de déclenchement, il faut le décocher et il faut bouger un tout petit peu le curseur qui apparaîtra. Alors, niveau automatique de déclenchement, pourquoi je ne le vois pas? Détecter automatiquement, la sensibilité du micro. Voilà, Ouais, donc ça. je le coche. Et là, vous m'entendez du coup? Eh ben ouais, on t'entend. Et là, vous m'entendez aussi? Ouais. Toujours. Et donc, Oh, génial. t'as trouvé le petit curseur avec le truc de son et tout? Oui, Ça oui, j'ai ressemble? trouvé ça. Bon. Malheureusement, ça coupe pas pour moi. Ce qui a l'air d'être un problème Ok, puisqu'on m'entend. Un peu de saturation. Ouais, du coup, on a un peu de saturation. T'as peut-être monté un niveau au passage. Sans faire exprès, alors attends, je vais vérifier tout de suite. Si je parle moins fort, peut-être? Ouais, Ou si je baisse le volume de sortie? ça peut le faire. Ça sature moins comme ça? Ça a l'air pas mal Comme ça, là. peut-être. Ça a l'air de plus saturé. Ouais, mais Anozeda nous dit que la saturation est timide, mais on sait que FPL a des oreilles sensibles. Bon, Voilà. bah, n'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a un souci. Je vais partir sur ce réglage-là si ça vous va. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça sature un peu quand tu crées un peu, mais écoute, je pense que c'est pas trop mal. Ça marche. Donc du coup, on va parler d'architecture hexagonale au passage, parce qu'en fait, je trouve que l'architecture hexagonale donne une guideline un petit peu sur les manières de tester les choses, mine de rien. C'est-à-dire que ce que je vais dire, vous n'êtes pas obligé d'être en archi hexagonal pour y être, mais ça aide pour savoir comment faire du test en premier, du test du TDD pour de vrai. Donc l'archi hexagonal pour les nuls, c'est quoi? Vous paniquez pas si vous connaissez pas, simplement c'est l'idée qu'on découpe les décisions métiers et les décisions techniques. En gros, là, vous voyez, il y a 3 parties sur cette slide. L'archi hexagonale s'appelle aussi port et adapteur, parce qu'en fait, les ports, c'est les espèces de prises que vous voyez sur ces slides, c'est-à-dire, souvent, c'est juste des interfaces, en fait. Et les adapteurs, vous imaginez un driver, vous imaginez quelque chose qu'on branche sur ces ports, en fait, qui vont implémenter ces interfaces. Et voilà, c'est juste pour donner un peu de vocabulaire pour la suite du talk, mais en gros, vous avez des ports primaires à gauche et des ports primaires à droite. Les ports primaires à gauche, c'est en fait ceux par lesquels on va rentrer dans mon appli pour déclencher un traitement. Donc souvent, l'adapteur primaire que je branche à gauche sur mon port primaire, c'est un contrôleur HTTP tout simplement. C'est là que toute votre expertise dans votre framework préféré prend son sens. Voilà, et vous recevez une réponse, une appel HTTP, et il faut déclencher l'application. Donc ça, c'est le port primaire. Le port primaire, ça va être par exemple, si je suis en PHP, ça peut être un contrôleur Symfony. Et les ports secondaires qui sont à droite, c'est les interfaces que j'ai fait dans mon appli qui vont définir ce dont j'ai besoin. Et ensuite, j'ai des adapteurs, pensez des drivers, qui vont respecter ces interfaces et que je vais faire après coup. Et la grosse force, je trouve, de l'archi hexagonale, elle n'est pas à gauche sur cette slide, elle est à droite. C'est-à-dire qu'en fait, ça me sert de porte-coupe-feu pour m'empêcher de me prendre la complexité technique dans les dents. Par exemple, à un moment, ce soir, on va avoir besoin d'avoir la météo courante. Si je fais un appel à un provider de météo et que je vois que dans sa réponse, il me donne 50 champs, mais en fait, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la température en degrés Celsius, c'est plus intelligent de d'abord faire une interface avec ce dont j'ai besoin, donc en gros d'un champ en float, on va dire, la température Celsius, et c'est plus tard, quand je brancherai l'adapteur, que je ferai le vrai appel HTTP, que j'irai récupérer ce qui m'intéresse dans JSON, et juste renvoyer l'info dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est une version de dépendance done-right, j'ai envie de dire, quoi, quelque part. Donc on se récapitule, j'ai des ports, c'est les prises qu'on voit là. Mes adapteurs primaires à gauche, c'est mon contrôleur de mon framework. Mes adapteurs secondaires à droite, c'est ce qui me branche vers l'extérieur, des appels HTTP, ma base de données, etc. Et chaque couche a sa raison de changer à elle. Si je change quelque chose dans les couches du centre, c'est parce que mon product owner a changé d'avis sur le business, ou que je viens de découvrir une réalité business que j'avais mal représentée dans le code. Alors que ce qui va changer sur les côtés va changer pour des raisons techniques. On passe dans le cloud, on change de framework, on met à jour le framework. Voilà. Les choses intéressantes, ça c'était ce que j'avais fait en PHP. Je vous montre ce que j'ai fait maintenant en Scala comme slide. Ça c'est la version Scala. Et du coup, alors si je vous passe vite de l'une à l'autre, il y a un truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que la partie centrale ne bouge pas du tout en fait. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'en plus, quand on est en archi hexagonal, tout ce qu'on fait, ça survivra même à un changement de langage. En fait.
Évidemment qu'il faudra changer la syntaxe pour s'adapter au nouveau langage. Par exemple, là, j'ai profité du Scala pour passer à la programmation plus asynchrone. Mais l'idée générale ne bouge pas, en fait. Donc vraiment, je suis en train d'investir dans la durée pour que la connaissance métier reste. Et donc, ce qui change à gauche, c'est qu'au lieu d'avoir un contrôleur HTTP Symfony, je vais avoir un contrôleur HTTP de la lib qui s'appelle, là j'ai choisi AK HTTP, par exemple, en Scala. Voilà. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des candidats en entretien d'embauche qui avaient vu la première version de mon talk, et j'ai pu voir ce que j'avais mal expliqué, en fait. J'ai compris ce qu'ils n'avaient pas compris, et du coup, c'est de ma faute. Et donc, je vais un petit peu vous rapporter tout ce qu'ils ont dit pour pouvoir y répondre. Donc déjà, ils m'ont dit, c'est une archive DDD, ce que tu es en train de nous montrer là. Donc attention, gros piège, le DDD, dans plein de gens, c'est une organisation, c'est une arborescence de fichiers. Si vous faites du DDD, ça veut dire que vous savez que vous faites du DDD si au bout d'un an chez Mythic, vous êtes expert dans la rencontre. Vous connaissez tout le vocabulaire autour de la rencontre, vous avez parlé à des gens des équipes produits, à des clients, et voilà, c'est là qu'on fait du DDD. Si on est en train de parler de comment on organise des dossiers, il y a beaucoup de chances qu'en fait vous soyez en train de parler d'architecture hexagonale ou port et adapteur. J'ai fait un talk pour un petit peu mieux décrire les deux, il y a un lien, je vous mettrai les slides. Est-ce qu'il n'y a pas de première question là sur DDD versus Hexa ou autre? Écoute, ça n'a pas l'air, mais on peut laisser quelques secondes au chat le temps de taper les questions. Toi, ça te permet de boire du thé, si tu veux. C'est une très bonne idée. Voilà, le son a l'air bon. Ça troll gentiment. Okay, je me suis permis de mettre le lien de l'article d'Alistair Cockburn pour l'archi-hexa, si jamais des gens voulaient des retours, des trucs. Ok, ça marche. Je continue du coup. On va parler du coup de tous les malentendus que j'ai vu passer en entretien d'embauche et dans lesquels je suis tombé moi-même, encore une fois, des bêtises que j'ai faites moi. Donc le premier, c'est tout le monde est content finalement des tests fonctionnels. Les gens qui ont réussi à écrire des tests automatisés, déjà bravo à vous. Souvent ils sont contents des tests fonctionnels parce que ça leur permet de refacto ce qu'ils veulent dans leur appli. Ils sont assez faciles à écrire, même ça, c'est les premiers tests qu'on a réussi à écrire en premier chez Mythic par exemple. Donc voilà, c'est les tests dont les gens sont contents, les tests fonctionnels souvent. Et les tests unitaires, voilà, j'ai mis une citation typique que j'ai moi-même prononcée. Est-ce que tu pourrais revoir ma PR, s'il te plaît, ma pull request sur GitHub, avant que j'écrive mes tests, parce que si tu veux me faire refacto des trucs, du coup, je vais être obligé de jeter mes tests unitaires à la poubelle. Si vous vous retrouvez à dire ça, c'est qu'il y a des malentendus autour de ce qui est censé être un test unitaire, ou voire même un test utile de manière générale. Donc en fait, tous les tests décrivent un comportement public attendu. J'insiste sur le côté public, ça veut dire que par exemple, je n'utilise pas de la réflexion, c'est une technique qui me permet d'accéder à des propriétés privées dans plein de langages par exemple. Je fais surtout pas ça, tout ce qui est privé, c'est censé être privé dans une classe, justement, ce n'est pas observable publiquement, donc je ne vais pas attaquer des choses privées dans ma classe. Ça, c'est si on parle d'une classe, mais si on parle d'un ensemble de classes, le comportement de public, c'est ce que me renvoie la première classe, et la manière dont elle appelle les autres ne me regarde plus. Si on parle de toute une appli, le comportement public, ça va peut-être être son appel HTTP, voire son interface HTTP au-dessus, HTML, je veux dire, etc. En fait, la taille de ce qu'on est en train de tester va grossir ou pas. La manière dont on écrit les tests va s'adresser peut-être à un product owner ou à un développeur, donc c'est l'audience qui va changer aussi. Mais dans tous les cas, on teste un comportement public. Et là, je vous ai mis un lien utile. Le test des iterata de Kent Beck. Encore une Kent Beck. Il a fait, je trouve, un truc génial. En fait, c'est une liste de tout ce qu'il attend d'un test. Qu'est-ce qu'un bon test? Qu'est-ce qu'on attend d'un test? Et à chaque fois, il y a une douzaine de points, je crois. Il a fait une petite vidéo YouTube pour l'expliquer en plus en détail. Alors, c'est en anglais, par contre, désolé, ça vous fera un petit peu bosser l'anglais, mais je pense que ça peut valoir le coup. Il a un bon accent, ça se comprend très bien. C'est pas... Il y a un truc que je vous conseille, si vous vous demandez quoi faire concrètement demain, par exemple, au taf, ça pourrait être de prendre ce test des desiderata et d'essayer de voir vos différentes couches de tests chez vous et de voir quelle case elles cochent. Ça peut être utile pour vraiment passer à la moulinette de est-ce que mes tests sont utiles. Et alors ça, deuxième idée reçue, et tout le monde me l'a fait, celle-là, c'est qu'un test unitaire, c'est forcément une méthode d'une classe, et ils ne vont pas en démordre. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils n'ont pas raison? Alors là, il y a un petit piège, c'est que
Ça dépend de la définition que les gens donnent, et il y a des définitions qui vont complètement dans leur sens. Je suis désolé, On il est face à un... y a un troll beaucoup trop qualitatif, je suis obligé de te le remonter. Du coup, toi, vas-y. tu es devenu expert métier du métier de mythique depuis le temps que tu y es, que vous faites du domain-driven design, des choses comme ça. Alors moi, je suis marié depuis bien trop d'années pour m'intéresser Et au mince, dating. c'était la question. détail. Est-ce qu'il a trouvé l'amour en étant expert métier? Et mince, je suis désolé, Sid Diallo, ton troll était qualitatif. Mais voilà. Par contre, Ça il y a m'a une fait vraie remonter. question. As-tu l'occasion de voir les praises sur l'Outside in Diamond Testing de Thomas Pierrin? Eh ben, je la cite quelques slides plus loin. Félicitations. Et ben voilà. Et en fait, voilà, il y a un problème de polysémie autour de tests unitaires. Et franchement, prendre l'angle d'attaque de dire non, un test unitaire, c'est pas ça, je me suis cassé les dents avec, et c'est simplement que c'était pas le bon angle. J'ai eu des dialogues de sourds aussi sur quoi d'autre récemment, sur la bienveillance, tiens. La bienveillance au travail, est-ce qu'il faut être bienveillant? Et bien, suivant la définition que vous avez de bienveillant, ça peut empêcher de dire le fond des choses. Et plutôt que se débattre sur le fait que mais non, c'est ça ou c'est pas ça, un mot, c'est ce qu'on s'entend pour dire qu'il veut dire, en fait. Donc, simplement, il faut se mettre d'accord sur une définition plutôt que de débattre de la définition ou d'essayer de la faire changer. Peu importe ce que vous considérez comme étant un test unitaire, par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez reprendre le test desiderata de la slide d'avant pour voir si ça coche les cases. Et je vous donne encore un petit argument pareil pour défriser vos collègues, là, toujours au pic à glace, casser leurs idées reçues. On va citer Ward Cunningham cette fois-ci. Donc, c'est le co-auteur de l'extreme programming avec Ken Beck, l'inventeur des wikis, je crois, Wikipédia et compagnie. Ouais. Je me demande si c'est pas lui qui a inventé le terme d'aide technique aussi. Peut-être. Donc du coup, voilà. Donc, voilà. Ça, encore une fois, je me permets de citer un peu une personne pour vous dire que non, pour lui, ce qu'on aurait dû appeler un test unitaire, c'est peut-être plutôt un développeur test. J'ai mis un article en dessous qui développe un petit peu ça. Pour l'instant, je crois que tous tes name dropping sont les signataires du manifeste agile. Hein. Jusque-là, ça va. Du high quality name dropping. Ah, du freeze? Eh ben écoutez, peut-être. J'ai freezé? Ah, j'ai plus de stream. Ah, c'est embêtant. Non, ça doit être de mon côté. De mon côté hein. Ça marche de ton côté? Moi, j'ai pas de soucis. Eh ben, c'est complètement pas moi. J'ai 0 drop. Bon, je continue et vous m'arrêtez s'il y a un souci. Attends, ouais, apparemment, ça refreeze. Ouais, en fait, on a perdu le stream Twitch. Il s'est mis en carafe. Mais par contre, côté Discord, ça marche nickel. Ouais, mais je pense que tout simplement, il y a des petits soucis sur Twitch depuis quelques jours. J'ai vu pas mal de gens qui avaient des soucis ces derniers jours. Et je vois qu'on m'envoie plein de messages sur Discord que je ne peux pas lire, malheureusement, puisque je suis en train de streamer mon Discord. Dites-nous, où est-ce que ça drop, Arthur, tu sais? Difficile à dire. Pour l'instant, mon Twitch n'est pas encore revenu. J'ai fait F5 2 fois et j'ai encore le serpentin qui tourne au milieu de l'écran. Moi, j'ai toujours 0 frame droppé, donc c'est un plaisir. C'est la première fois que j'ai un souci. Mais côté Discord, ça marche nickel. Hein. C'est vraiment. Ouais. J'ai dû tomber sur le bon serveur Discord de Twitch. Pas de soucis. J'ai popé le bon Kubernetes. Et sur le bon pod, hein. Quel coup de bol. Ah. Le chat marche bien, mais par contre, la vidéo, j'ai rien du tout. Ouais, c'est bien. Donc, t'as toujours le souci, revenu. toi. Ctrl F5, ça fait des miracles. Je suis assez d'accord avec Romain. Ouais. C'est ce que j'ai fait, mais là, ça y est, ça vient de revenir. Allez, ça vient de revenir, vous m'entendez? Ouais. Écoute, tu inaugures les soucis techniques de Twitch. C'est un plaisir. C'est... Ouais. Ok, je continue du coup. Vous me dites s'il y a un souci. Du coup, alors il y a un combo que les gens me font assez souvent. C'est pourquoi c'est important de parler de cette définition des tests unitaires, c'est que souvent ils me la font en combo avec la pyramide de tests. Vous savez, la fameuse pyramide de tests qui dit qu'il faut qu'on ait une majorité de tests unitaires. En tout cas, c'est comme ça que les gens le rapportent. Et du coup, forcément, si pour eux un test unitaire, c'est forcément une méthode d'une classe, et qu'en plus je moque toutes les autres classes, ça va fortement les impacter sur la manière dont ils vont écrire leurs tests. Il y a un peu un malentendu autour de cette pyramide de tests. Je vous ai mis un article qui le démonte assez bien et qui explique un petit peu quoi faire à la place. Je vais essayer de vous le résumer du coup, parce que si je me
contente de linker des articles. Je vais être un petit peu l'ancêtre des moteurs de recherche, là où c'était juste des annuaires de liens. En fait, l'idée, c'est surtout de se focus sur des tests qui sont rapides et qui sont focus. Qui sont rapides, pourquoi? Pour que je puisse en un clic relancer tous mes tests. En fait, quand on développe, si on avait un bouton sur le bureau où chaque fois qu'on appuie dessus, ça nous dit si on n'a rien pété, on appuierait souvent dessus. C'est ça qu'on attend de notre couverture de tests rapide. Donc, abandonnons les termes, appelez-les unitaires, de développeurs, rapide, small, on s'en fout. Par contre, il faut une majorité de tests rapides. Et focus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'ils échouent pour une seule raison ou pas trop de raisons différentes. Et ça, c'est important, ce pas trop de raisons différentes. Si vous êtes en train de tester 5 classes en même temps et qu'à un moment votre test échoue, c'est peut-être pas très grave. Vous n'allez peut-être pas mettre non plus une après-midi à trouver parmi ces 5 classes où était le bug. Par contre, si ça teste toute l'application de l'UI jusqu'à la base de données, ça va être plus compliqué. Et il y a un juste milieu entre ça et un test qui teste juste une méthode, en fait. Il est possible de trouver un juste milieu. Donc voilà, le focus, c'est je fais des tests rapides et focus. Et pourquoi c'est important d'avoir cette définition? C'est parce que, par exemple, un test de composante UI, peut-être que vous l'aurez classé en haut de la pyramide. Sauf que maintenant, avec certains frameworks front du UI, vous pouvez faire des tests de composants ultra rapides qui ne tapent pas le réseau, qui n'ont même pas besoin d'un browser qui est démarré. Du coup, c'est bon, il coche la case, il est en bas de la pyramide. Ça, vous pouvez en faire plein, en fait. Et un autre truc que j'ai vu aussi, c'est que des gens, pour respecter un code coverage qu'on leur a imposé du dessus, alors... Et puis à votre âme, si vous êtes dans une boîte qui vous impose des métriques, quand une métrique, tiens, vous essayez de me retrouver qui a dit ça, quand une métrique devient un objectif, elle cesse d'être utile. Elle est connue, oui, c'est un Razor connu. Et ben j'ai découvert aujourd'hui, moi, qu'il n'y a pas que les organisations qui imposent des taux de coverage. J'ai découvert qu'il y a certains des outils du marché qui imposent un taux de coverage pour que ton code puisse être publié. Super. Donc il existe des libres, il y en a une qui s'appelait par exemple Volkswagen, en hommage à Volkswagen qui avait triché ses tests de pollution de gasoil. C'est un test qui vous en rajoute 100% de coverage automatiquement. Pas mal. Et en plus, dans l'exemple de GitHub là, que j'avais fait au forum PHP, j'ai fait exprès de faire d'abord plein de tests pourris, qu'ensuite j'ai refacto vers des tests utiles, et les tests pourris faisaient 100% de coverage aussi. Pourtant, vraiment, ils étaient contre-productifs, il fallait vraiment les dégommer. Donc bref, le code coverage, c'est pas une bonne métrique. Et pour l'atteindre, certains vont jusqu'à rajouter des tests unitaires avec leur définition à l'ancienne d'unitaire sur des classes techniques. Donc ils vont moquer toutes les librairies techniques ou des choses comme ça. Arrêtez avec ça, on va y revenir plus tard, mais on peut pas de toute façon rajouter de tests unitaires sur des couches techniques. Donc malentendu suivant, là on sort un petit peu des malentendus pour plutôt aller vers qu'est-ce qui marche bien en fait. Pourquoi on est content des tests fonctionnels? Parce que souvent ils sont décrits en 3 phrases. D'ailleurs certains utilisent des frameworks par-dessus du style Cucumber. Vous savez, dans tous les langages, il y a une implémentation de Cucumber, c'est un truc qui permet d'écrire des phrases en anglais, given, je suis dans telle situation, when je fais tel truc, then il se passe un truc. Et derrière ces phrases anglais, on peut coder du code, mais du code vraiment qui est exécuté. Et ça permet en théorie de donner à un product owner la main sur ça s'appelle des gherkins. Et souvent, les tests écrits comme ça, c'est des tests lisibles dont on est content, en fait. Et il y a des gens qui croient que seuls les tests fonctionnels ont le droit de fonctionner comme ça, en fait. Le test unitaire, c'est je décris une suite de méthodes qui doivent être appelées, alors que le test fonctionnel, ça dit given, when, then. Maintenant, si ça marche, faisons-le tout le temps, en fait. Je me permets une petite question. Tu parles de test fonctionnel. C'est quoi un test non fonctionnel, du coup? Excellent troll que je sors beaucoup aussi, parce qu'en fait, comme tout test un fonctionnement, un test fonctionnel, ça n'a pas de sens, tout test est test fonctionnel. Là, j'ai essayé de m'aligner sur ce que j'entends par-ci par-là. En fait, je sais pas si par exemple, on va sur la doc de Symfony, vous avez un bloc test unitaire et un bloc test fonctionnel. Donc je suis obligé de m'aligner sur ce que dit le marché. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres frameworks, mais ce qu'on appellerait du coup un test fonctionnel sur ces slides-là, c'est un petit peu les tests haut niveau, on va dire, qui font un peu des tests de bout en bout. En tout cas, les tests écrits en Gherkin, given, when, then. Mais en fait, tous les tests doivent être écrits selon ce qu'on appelle le schéma narratif. Vous savez, situation de départ, événement déclencheur, résolution. Et ça, je remercie celui qui m'avait donné ce gage. Il m'avait dit, dès que tu écris un test, quel qu'il soit, tu commences par écrire en petit commentaire given, when, then. Comme ça, tu découpes ton test en 3 parties. Je vous donne le gage à votre tour. Voilà. Chaque fois que vous écrivez un test, vous mettez en commentaire given, when, then.
Vous allez voir dans le live coding que je le fais aussi. Ah, alors attends, il y a un débat sur test fonctionnel, test non fonctionnel. Donc il y a Bright Penguin qui demande est-ce que ce serait pas par hasard des tests d'acceptance? Si on commence à rentrer dans les débats sur les noms des tests, les tests d'acceptance, il y en a qui considèrent que c'est des tests qu'on écrit pour le métier, pour le product owner, parce qu'en fait, c'est lui qui sait à quel moment il va accepter notre feature. Du coup, c'est quel test qu'on n'écrit pas pour le métier? Même question. Il y a des tests. Non, par contre, il existe des tests de développeurs. J'ai quelques slides plus tôt. Ouais, t'as des tests d'intégration. Est-ce que j'arrive à parler à ma base de données? Des choses comme ça. Oui, voilà. Il y a des tests vraiment écrits par les développeurs pour les développeurs. Quand je suis en train d'écrire une petite partie de mon code, mon product owner, il va rien comprendre à ce que je suis en train de lui raconter. Là, c'est vraiment un test pour les développeurs, qui me sert à être focus sur une partie trop petite pour que ça parle au métier, en fait. Je suis allé trop loin. Et il y a... Oh, je suis désolé. Ton pseudo, je vais probablement l'écorcher très très fort. Taufik Nouri qui nous dit un test non fonctionnel, c'est comme un test de performance, de sécurité, de scalabilité, etc. Ah, très intéressant. En effet, test de performance, on teste pas vraiment une fonctionnalité, on teste une très bonne remarque. Je sais pas, pour moi c'est quand même fonctionnel parce que si je réponds au métier, mais que mon service met 35 secondes à répondre à chaque query, ça reste fonctionnel. Parce que si le test passe pas, mon appli est non fonctionnel. On peut dire que la performance est une feature, oui, mais bon, on peut aussi dire qu'un bug est une feature si on va trop loin, quoi. Donc, ouais, faut voir. La sécurité est une feature aussi, un test de sécurité, on peut dire que c'est un test fonctionnel. Bon. Parce que sinon, si ton appli, elle se fait manger, elle est plus fonctionnelle. C'est vrai. Mais en fait, l'important, c'est pas de dire, voilà, la vraie définition, c'est ça ou ça, parce qu'on va débattre des heures. L'important, c'est de vous mettre d'accord avec votre équipe, en fait. C'est de dresser un tableau, limite, quand on sera en présentiel, un tableau au mur avec, voilà, nos différentes couches de tests et voilà comment on les appelle nous et comment, à quoi elles correspondent. Je crois que chez Google, ils appellent ça XL, L et M ou des choses comme ça, donc rien à voir aussi. Donc, en fait, ça dépend tellement des boîtes qu'il faut juste vous mettre d'accord entre vous, quoi. À mon humble avis. Il y en a un autre, il va falloir que je vous montre tout à l'heure pendant le live coding, parce que sinon vous n'allez pas me croire, mais c'est un malentendu que j'entends tout le temps, ça, c'est que il faut systématiquement, quand je fais un mock, parce que j'ai dit qu'il fallait se méfier des mocks, mais j'en fais pas plus du tout, on va voir quand est-ce qu'on en fait. Quand je fais un mock, systématiquement, je vérifie le nombre d'appels à chaque méthode de mon mock, en me disant que ça augmente ma confiance. Mais en fait, souvent, ça verrouille l'intention, ça verrouille un détail d'un plan. Ça brouille un petit peu quelle était l'intention du test. Ça fait des tests qui sont impossibles à lire. Et c'est horrible. Et puis, c'est impossible en fait de les écrire en premier, tout simplement. Je vais vous montrer un exemple de code pourri. Est-ce que vous voulez voir du code pourri? Je sais produire du code pourri. Volontiers. Voilà, là j'ai fait un test complètement inutile puisque c'est un test d'une partie technique, c'est un test d'une partie qui est écrite en base de données. Et ce que j'ai fait, c'est un truc à ne jamais faire, on verra plus tard pourquoi. J'ai moqué les librairies que j'utilise en plus. Et ce qui se passe là, c'est que je suis en train de regarder l'implémentation que j'ai faite et je suis en train de réécrire dans mon test unitaire tout ce que je constate dans l'implémentation. En disant, bah ok, il y a telle méthode qui appelait, elle a appelé une fois, il faut qu'elle me renvoie ça. Ok, telle autre méthode est appelée une fois, etc. Et en fait, cette manière de tester, qui produit du coup des tests de verrouillage couplés à l'implème, ce qu'on veut surtout pas d'un test, au lieu d'écrire un comportement, ça verrouille une implème, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on attend d'un test. On pourrait comparer ça avec si on veut tester une imprimante, on s'assoit à côté, on prend un petit calepin, on l'allume, on lance une impression et on note tous les bruits qu'elle fait. Ok, elle fait bring bring pendant 2 secondes, donc je mets Schuld fait bring 2 secondes. Elle fait 30 allers-retours avec sa tête de lecture. Ok, Schuld fait 30 allers-retours avec la tête de lecture. Et à la fin, j'ai verrouillé une implème, je suis content de moi. Ces tests-là, le seul truc qu'ils vont me donner comme avantage, c'est que si je passe d'une prise 110 volts à 220 volts, eh ben, je suis sûr que mon imprimante fonctionne comme avant, effectivement. Si on revient à du code, ça veut dire que si par exemple je mets à jour ma version de Scala ou de PHP, bah oui, c'est pas censé changer la manière dont j'appelle les choses. C'est le seul intérêt de ce test. Mais sinon, si je veux modifier la moindre chose dans ma classe, si je veux refacto la moindre chose, dans le cas de mon imprimante, par exemple, si je veux arrêter de faire des allers-retours avec ma tête d'impression quand il y a une ligne blanche, je vais péter mon test pour rien. Je vais être couplé à un détail d'implème
qui ne voulait pas dire que la fonctionnalité ne marche plus. Donc, c'est pas comme ça qu'on écrit un test, c'est pas en verrouillant après coup des détails d'un plan. Je remets les slides. Je viens de dire ce qu'on faisait pas, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu de vocabulaire. Le truc qu'on est en train de tester, vous voyez en haut dans cette slide, c'est le Subject Under Test, SUT. Vous verrez plein d'articles qui vous parlent de SUT, et voilà. C'est assez utilisé dans l'industrie, SUT, vous pouvez l'utiliser avec vos collègues. Le Subject Under Test, attention, suivant ce que vous testez, ça peut être toute une appli, comme ça peut être une seule fonction de méthode d'une classe, comme ça peut être un ensemble de classes qui vont ensemble, il peut être plus ou moins large. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe dans ce SUT, en détail, ne regarde pas mon test. Qu'est-ce que je vais vouloir tester? Je vais vouloir tester sa valeur de retour, évidemment. C'est-à-dire que en fait, mon test, dans la partie when, je vais appeler mon SUT avec des arguments en entrée. Vous voyez ce que j'ai mis à gauche, là, le when, j'appelle avec des arguments en entrée mon SUT. En sortie, il peut me renvoyer des valeurs. Évidemment, c'est dans la partie zen que je vais faire des assertions sur ces valeurs. Jusque-là, tout va bien. Et d'ailleurs, il y a plein de talks sur le TDD qui vous parlent juste de classes qui fonctionnent en isolation sans aucun collaborateur, c'est-à-dire sans aucune autre classe. Ceux-là, ils sont simples, il n'y a pas de problème. Là où c'est bien compliqué, c'est si mon petit SUT, là, il va avoir besoin de collaborateurs, c'est-à-dire d'autres classes, qui ne font pas partie de ce SUT que je suis en train de tester. Si par exemple je suis en train de tester une classe, ce collaborateur, c'est tout simplement une autre classe que j'injecte dans le constructeur de mon test, de ma classe testée, pardon. Et bien ces collaborateurs, et je vais choquer plein de gens parce que ça m'a choqué quand je l'ai entendu, mais c'est un code smell de à la fois stubber ce qu'il va renvoyer, ça s'appelle un stub en fait quand on fait un will return, quand on dit quand j'appelle ce truc, je veux que ça me renvoie ça, et de faire à la fois un stub et un spy. Un spy, c'est quand on vérifie à la fin, dans la partie zen, s'il a bien été appelé avec les paramètres attendus. Si vous faites les deux, il y a 99% de chances que ce soit un code smell et que vous soyez en train de vous planter. Il faut repérer dans vos collaborateurs ceux qui vont me donner de l'info, et dans ce cas-là, vous mettez dans la partie given et vous faites juste des will return sans vérifier le nombre d'appels. Et à la toute fin, si votre classe, en plus de renvoyer des valeurs de retour, elle appelle des collaborateurs, mais pour leur filer des infos cette fois, là vous allez mettre des spies parce que vous voulez être sûr que le bon effet de bord, c'est-à-dire le fait d'appeler quelqu'un d'autre, c'est déclenché de la bonne manière. Par exemple, je voulais que ça envoie un message dans RabbitMQ, je vérifie que ça a bien envoyé dans la bonne interface les bonnes valeurs. Je voulais que ça envoie un mail, pareil. Donc en gros, soit will return, soit should be called sur vos mocks. Mais pas les deux, c'est un code smell. Il y a des exceptions à tout, mais c'est un principe général qui m'a beaucoup aidé en tout cas. Je continue, on va bientôt passer au live coding, sinon je vais vous endormir. Il y a un micro-débat dans le chat, je prends des fions, puisqu'il y a eu un troll. Alors, c'est quoi la différence entre un mock, un stub, un demi, un spite et des fakes? Et j'ai dit, le talk dure pas 2 jours, je peux pas poser cette question. Bon, du coup, forcément, quoi. Voilà, alors, tu viens de répondre en grande partie. Alors, tous les termes que vous venez de citer, ils font partie, comme le microservice, comme le test unitaire, de la grande famille des mots frappés de polysémie, c'est-à-dire des mots où chacun aura une définition différente. Là, je me suis permis de mettre un peu le dénominateur commun sur ces slides, c'est-à-dire qu'un stub, pour à peu près tout le monde, c'est un truc qui me renvoie une valeur. Un spy, pour à peu près tout le monde, c'est un truc où je vérifie que ça a été appelé d'une certaine manière. Après, dès qu'on parle de demi, mock, etc., ça commence des fois à devenir un peu plus flou. Donc vous dire qui a raison ou pas, non, je peux juste vous dresser un tableau de qui dit quoi, mais on va pas se passer 2 heures là-dessus. Voilà, et pour te donner une petite idée de l'ambiance, les trolls que j'ai pas remonté tant que je t'ai coupé, je me suis arrêté à la lecture en voyant l'extension du fichier, donc sur le code que tu as montré. Moi, j'ai pas de classe, donc j'ai pas de test à faire. De notre Jean-Michel Askel du coin, voilà. Alors Jean-Michel Askel, je vais rebondir là-dessus parce que c'est une remarque très intéressante. En fait, ce que je mets dans cette slide avec des collaborateurs n'est vrai que si on n'est pas en programmation fonctionnelle. Parce que dès qu'on est en programmation fonctionnelle, en fait, on a d'autres astuces que de faire appel à des collaborateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une classe dans laquelle j'injecte une dépendance, ça veut dire que quand j'appelle une méthode de la classe, en plus de prendre les paramètres d'entrée, elle va aussi faire des appels en sous-marin au collaborateur qui a été injecté dans le constructeur. Et ça, c'est un truc un peu sous-marin qui est incompatible avec la programmation fonctionnelle. Donc, je ne vais pas vous dire comment, parce que là, vraiment, ça déborde du talk, mais effectivement, en programmation fonctionnelle, on peut simplifier ce slide en virant les collaborateurs in et out. Pour la faire
courtes. En gros, par exemple, si on veut faire une classe qui à un moment va déclencher un traitement en base de données, ça va plutôt nous renvoyer, par exemple, un truc qui représente le traitement qu'on a envie que ça fasse. Et du coup, c'est une simple valeur qu'on peut tester. Par exemple, ou ça va nous renvoyer une fonction. Bon, non, je vais pas aller plus loin, ça va être trop compliqué. Le chat est en train de le faire. Ça parle de fonction pure, de monade ou de système d'effet. Alors une monade, vous allez trouver des vidéos de 2 heures pour vous prendre la tête. En pratique, c'est une structure avec des méthodes map et fatmap. Non, mais t'inquiète, tout va bien. Les plus gros trolls de ce chat sont facilement reconnaissables. Ils ont une épée devant leur nom, bien sûr. Vous avez l'habitude. Si j'ai le temps et que vous me chauffez dessus, je pourrais vous expliquer ce qu'est une monade en 3 minutes chrono. Oh putain. Ouh là là, il y a eu des défis là. Il y a du défi. Alors, je vais faire un dernier... attendez, qu'est-ce que j'ai après ouais, je vais faire encore 2 malentendus, puis après on va passer à du live coding, avant de passer aux autres slides. Encore un malentendu, c'est que je peux pas démarrer mes tests si je sais pas comment je découpe mes classes. Bon, bah, on en a un petit peu parlé avant. Si j'ai la vision de un test égale une classe, bah oui, effectivement. Sauf que ce qui se passe, c'est que le découpage de mes tests n'est pas forcément le même que mes découpages de classes de prod. Alors, plein de gens sont d'accord pour dire que j'ai des tests à un moment plus ou moins de bout en bout qui incluent plein de classes. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Par contre, pour les tests plus petits, les gens, c'est forcément plus petit égale une classe. Non, il y a un compromis entre les deux, en fait. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en train de tester une classe qui a besoin de date à un moment, vous allez peut-être utiliser un truc de votre langage, par exemple datetime, jDatetime, non, c'est des précalculés, ça en Java. Enfin bref, des classes qui présentent de la date ou des times, il y en a dans tous les langages. Vous n'allez pas les moquer dans vos tests. Parce qu'en fait, vous avez confiance sur le fait que il marche un peu comme attendu et que plutôt que moquer le fait que quand j'appelle tel truc, ça va m'envoyer tel autre, c'est plus simple tout simplement d'appeler la vraie classe datetime en fait. Ça peut être pareil jusqu'à un certain point avec vos propres classes. J'insiste sur jusqu'à un certain point, mais en fait, vous pouvez commencer par une seule classe, et au fur et à mesure qu'elle grossit, vous allez découper en 2 classes, mais votre test restera sur les 2 classes en même temps. Sur une archi hexagonale, ça donnerait quoi ? Par exemple, si je suis en train de tester mon adapteur primaire à gauche. Adapteur primaire, c'est le driver HTTP, c'est mon contrôleur HTTP. Peut-être que lui va déléguer une partie du traitement à des serializers, peut-être qu'il va déléguer une partie des traitements à un responder si vous faites du pattern ADR, par exemple action domaine responder, etc. Avant même d'écrire ce code, peut-être que vous n'avez pas décidé pile de votre découpage, vous pouvez commencer par un test qui englobe tout ça du coup. Pareil, à l'intérieur de mon hexagone, je vais commencer par peut-être un command handler, si je sépare mes commandes et queries et que je fais des command handlers et des query handlers, par exemple. Lui-même va déléguer une partie du traitement à la couche domaine. Ça, c'est un truc que je n'avais pas bien compris au début, mais en fait, vous voyez, là, dans ce découpage, j'ai une couche application. Application, ça ressemble un peu à vos services, vous savez, dans les découpages classiques où j'ai des services et des entités. Le service, en gros, c'est celui qui avait toute la logique, et l'entité, c'était le truc qui était mappé sur les champs de base de données. Et souvent, toute la logique était dans le service. Alors, en fait, il y a Kerdanit qui nous demande, est-ce que tu laisses l'appel au datetime dans ton SUT sans le stub via une interface ? Est-ce que j'ai compris la question ? On peut demander à Kerdanit de spécifier la question. Moi, ce que j'en comprends, je me trompe peut-être, mais c'est est-ce que tu mets une stratégie pour représenter le temps ? J'ai compris ça. Pour pouvoir tester le temps. Alors, uniquement, je comprends la question. Uniquement si j'ai besoin de la date courante, en fait. Parce que utiliser le datetime de mon langage pour lui dire, voilà, je te dis qu'on est tel... Enfin, voilà, je te dis qu'on est tel jour et je te demande quel jour on sera dans un mois. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'effet de bord. Je peux appeler 50 fois le test, ça me donnera toujours le même résultat. Par contre, si à un moment, cette classe, je lui demande quel est le temps courant, et à chaque fois que je vais relancer le test, le temps courant va changer. Donc là, oui, seulement dans ce cas-là, ça s'appelle un effet de bord, faire appel au système pour connaître la date courante. Je suis obligé de le moquer, le temps courant. Il y a plein de stratégies, soit j'utilise réellement une classe quand même, mais qui me donne des choses qui permettent de moquer le temps courant. Par exemple, en Java, vous avez une notion de clock que vous pouvez passer à vos objets temps, et vous pouvez avoir une clock pour les tests qui fixe le temps à l'instant T. Ou alors, vous pouvez faire une interface à vous qui moque le temps courant, et du coup, vous avez fait votre interface et vous la moquez comme vous voulez, du coup.
Alors apparemment j'avais compris la question, je suis quand même très étonné que personne n'ait dit qu'ils utilisaient des runners dans un trou noir, parce que c'est la stratégie que j'utilise, qui fonctionne assez bien. Désolé. Ok, très bien. Je ne rebondirai pas du coup. Ouais, non, c'était pas la peine. Non, mais effectivement, c'était bien ça la question. Et ça parlait d'effet de bord dans le chat. Ah, mais très intéressant, effectivement. Le temps courant, c'est un effet de bord. Et donc, ce que je disais, c'est que souvent, avant, on faisait des services qui manipulaient des entités qui avaient juste des getters et des setters, c'est-à-dire ce qu'on appelle un anémique domaine modèle. Et en fait, le but, c'est quand même d'essayer de descendre un maximum de logique, non pas dans le service au-dessus qui manipule, mais plutôt dans le domaine en dessous. C'est-à-dire que mon entité, ça va devenir une entité un peu plus riche, qui va avoir des mutators, c'est-à-dire des choses qui changent 3 champs d'un coup, qui va, par exemple, avoir un constructeur nommé avec un peu plus intelligent, par exemple, qui sait citer l'état par défaut de mon entité, des choses comme ça, qui peuvent émettre des événements du domaine aussi. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de descendre un maximum de logique, en tout cas quand je suis en programmation objet, dans les classes en dessous qui ont la data. Elles ont la data et la logique. Je fais de l'encapsulation en fait. En programmation objet, encore une fois. Donc du coup, souvent, comme je me suis planté et que plein de gens se plantent autour de moi là-dessus, c'est plus intelligent de faire un test qui englobe et le service au-dessus et l'entité en dessous. Parce que dès que je me rends compte que je me suis trompé et que j'ai commencé à foutre trop de logique dans le service, bah c'est assez simple de pouvoir la descendre dans mon entité sans toucher à mon test. Un petit conseil que je vous donne, ça m'a bien aidé. Donc ça veut dire que quand je teste mon service, je fais appel aux vraies entités en dessous et je les moque surtout pas. C'est le rond jaune qu'on voit au centre. Et ensuite, dans la partie infrastructure à droite, donc cette fois-ci, c'est les ports, les adapteurs secondaires. C'est ceux qui permettent d'accéder, par exemple, à un service météo à l'extérieur. Bah, c'est pareil, si là j'ai deux classes qui ont l'air de fonctionner ensemble, j'ai un truc qui a l'air d'appeler le service de météo AccuWeather, j'ai un autre truc qui a l'air de désérialiser, c'est-à-dire Don Marshallais pour les devs Java, ce que j'ai reçu. Bon, bah, ces deux classes, je peux très bien les tester dans un même test. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par une seule classe d'ailleurs, et au fur et à mesure qu'elle devient trop grosse, elle se va séparer en 3 classes, mais mon test, il est toujours au-dessus des 3 en même temps. Je vais faire on va passer sur le live coding, sinon je vais embrouiller tout le monde. Donc, on va faire un petit peu de Scala à l'ancienne, enfin à l'ancienne. Le problème du Scala, c'est que c'est un langage qui est cross-paradigme, c'est-à-dire qu'on peut faire de la programmation objet avec, comme on peut faire de la programmation fonctionnelle plus pure à la Haskell. Et il y a un petit peu les deux communautés du coup dans le langage, dont certaines qui voudraient faire du Haskell pur et qui méprisent un peu du coup ceux qui font de la programmation objet avec des exceptions par exemple ou des choses comme ça. Il y a Anozeda qui nous demande, parce qu'il a pas voulu, il veut pas le faire en vocal directement, je pense, il est timide. Est-ce que ça reste rapide à un test qui englobe les repositories ? Les repositories, moi j'en fais des interfaces que je moque quand je suis en train de tester la partie command handler, mais use case making. J'en reparlerai un petit peu plus tard. En fait, la partie... Enfin, si, on peut en reparler tout de suite dans ce cas, je vais rebondir. Non, je vais plutôt faire du live coding et on remontrera pourquoi exactement. Mais disons que la partie la plus lente dans une couche de test, c'est pas tellement les adapteurs primaires, c'est-à-dire le contrôleur HTTP, parce qu'en fait, dans plein de langages, il y a moyen soit de booter le framework très vite, quand c'est un langage qui est prévu pour, par exemple, le PHP, c'est un langage shared nothing où tout meurt entre chaque requête HTTP, donc ça veut dire que le framework est fait pour booter et mourir à chaque appel HTTP, c'est ultra rapide. Ou dans les langages où il y a un serveur qui doit tourner et qui est lent à démarrer, souvent ils fournissent des choses qui permettent de faire des appels malgré tout très vite à la partie contrôleur. Donc souvent cette partie-là, elle est relativement rapide. La partie la plus lente dans les tests, c'est souvent la partie adapteur secondaire à droite, c'est-à-dire ceux qui écrivent en base de données, ceux qui écrivent sur le disque dur, ceux qui font des appels HTTP. Tout ce qui touche finalement les I/O, le réseau, etc., c'est eux les plus lents. Donc c'est ceux qu'on a envie de virer de nos tests rapides. J'arrête d'employer le mot test unitaire parce qu'on a vu que ça ne voulait pas dire grand-chose. Dans mes tests rapides et focus, je vire les adapteurs secondaires. Je les moque. Donc, dans le live coding que j'avais fait au forum PHP, j'étais parti de tests pourris que j'avais refacto vers des meilleurs tests. Là, j'ai fait autre chose. Je suis parti de tests écrits en premier et ensuite on implémente la feature. Donc, par exemple, on va checker out celui-là.
Là, je me mets dans un état où j'ai écrit une spec en premier. Normalement, si je me suis bien démerdé, ça devrait vous donner une idée de ce à quoi sert cette application. Parce qu'en même temps, un test, ça sert de documentation quand il est bien écrit. Donc en plus, là, j'utilise un framework de test qui m'incite à écrire des phrases. Donc ça m'incite en plus à écrire plutôt du comportement, plutôt que vous savez, tous les frameworks où c'est j'écris test, le nom de la méthode. Voilà. Dans tous les langages, souvent, il y a, je sais pas, en PHP, il y a PHP spec par exemple, je crois. Enfin, il y a des trucs qui vous incitent à faire des phrases plutôt quand vous parlez. Mais sinon, dans tous les cas, je vous rappelle votre gage, vous mettez given when then dans tous vos tests. Donc là, dans mon given, j'ai rien. J'ai l'air d'avoir un handler, parce que je vais tester un handler, un command handler. Pensez à un service. Voilà, je pars de mon service. Mon handler, j'ai l'air de vouloir lui envoyer une session de running. Voilà, je lui envoie une commande qui s'appelle register running session. Donc une session de running, ça parle de... Alors, c'est vrai que là, on voit pas du coup le type de champ, vu qu'il n'existe pas encore. Ça, c'est une distance en kilomètres. Du coup, oui, c'est my bad, c'est pas clair. Et ça, c'est les chaussures que je portais. Et qu'est-ce que ce test a l'air de vouloir faire? Il suffit de lire la phrase au-dessus. Ça crée une session de running qui contient les infos que je lui ai filées. Donc à la fin, je m'attends juste à ce que, en sortie, mon test me renvoie une session de running. C'est-à-dire que je lui envoie une commande, crée une session de running, et en sortie, ça m'envoie une session de running. J'ai écrit mon test en premier, du coup il compile pas là, parce que forcément je fais appel à des classes qui n'existent même pas. Ça compte pour un test rouge quand le test compile pas. J'ai même pas besoin de le lancer, je vais pas cliquer sur lecture, ça va pas compiler, ça sert à rien. Par contre, donc ce command handler que j'ai envie de tester mais qui n'existe même pas, là je fais alt égal, Alors, et je vais la créer. il y a pas mal de discussions autour du given when then, et il y a notamment Jean-Charles qui nous demande pourquoi écrire le given s'il n'y a rien dedans. Virez-le, vous avez le droit. Franchement, je vous conseille d'avoir une petite macro, un petit raccourci clavier. Enfin, je vous conseille, mais je ne l'ai jamais fait. C'est pas con comme idée, qui vous colle ce given when then dès que vous démarrez un test. Si vous n'avez rien dans le given, à la fin, vous le virez, évidemment. Mais c'est un réflexe à prendre, quoi. Personnellement, je les écris pas, je le fais apparaître par la structure visuelle du test. Avec les sauts de ligne, voilà, la structure apparaît, mais je remets pas la lourdeur du commentaire. Très bien, si vous en êtes là, très bien. Là, je donne c'est un conseil de départ, donc vous pouvez vous affranchir, évidemment, je suis pas votre papa. Du coup, je viens de créer la classe que j'avais envie de tester depuis mon test. Ça, c'est un truc important, c'est-à-dire que c'est bien mon test qui drive les classes dont je vais avoir besoin. Cet idiot, il me l'a mis dans le dossier de test, donc c'est pas grave, je vais dire que non, je voulais pas qu'il me le mette dans le dossier de test. Mais depuis mon test, j'ai créé la classe que je voulais tester. IntelliJ aussi con que Eclipse sur ça? T'as vu? Ouais. Putain, parce que peut-être que je maîtrise pas, il y a peut-être un truc tout le monde troll Eclipse au quotidien parce que j'ai ce problème, notamment en live coding, et voilà, je note. Ensuite, je vois que je veux lui envoyer une commande qui a l'air d'être register running session. Bon, je vais la créer. Je fais alt égal create case class. Je vais pas vous dire ce qu'est une case class pour pas vous embrouiller. Quoique on pourrait. En fait, en un mot, une case class, ça s'appelle, je sais plus comment en Kotlin. Vous pouvez dropper dans le chat d'ailleurs comment ça s'appelle dans vos différentes classes. Vous savez, c'est ces classes en fait qui se comparent par valeur déjà. En fait, c'est un value object en DDD. C'est-à-dire, c'est des classes où si deux classes ont les mêmes valeurs, c'est qu'elles sont égales. Ce qui n'est pas vrai par exemple pour un Michel Dupont. Deux Michel Dupont, c'est pas la même personne. Par contre, si on parle de deux dates avec les mêmes valeurs dedans, ça, on pourrait pointer vers la même instance en mémoire. C'est la même date du coup. Donc c'est il y a des langages qui... C'est les data en Kotlin, les records en Java. Data en Kotlin. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois rien. Les data Lombok. Oui, parce que c'est un autre langage, bien sûr. Ça y est, nous avons admis cet état de fait. Oui. Donc voilà, j'ai une commande qui dit que je veux enregistrer ma session de running. Il ne l'a pas mis au bon endroit, je la déplace, c'est pas grave. Hop là. Struct to record en C#. Pardon, excuse-moi. Struct to record en C#, ok, très intéressant. En fait, les langages qui l'ont pas, ces trucs-là, c'est un peu l'appelé parce que dès qu'on veut comparer par valeur du coup de classe,
On est obligé de recoder nous-mêmes souvent toute l'astuce, de récraser le comparateur d'égalité en fait, et c'est super compliqué. Donc c'est assez pratique quand on a ça dans un langage. Ouais. Donc bref, j'ai ma running session, donc ça c'est une commande, ça traduit une intention de l'utilisateur, il veut enregistrer une session de running avec une distance et des chaussures. Et c'est important qu'il contienne que des valeurs primitives, c'est-à-dire double, string, finalement ce qui est fourni par mon langage. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va me servir de port primaire. C'est-à-dire que c'est à ça que va devoir se conforter mon contrôleur HTTP plus tard. Et donc, il faut qu'il puisse le créer facilement à partir de la requête HTTP qu'il a reçue. Alors, faut pas qu'il y ait des valeurs. Ouais. Justement, moi j'avais une question sur ça. Donc, qui se construisent depuis des primitives, ok. Mais derrière, est-ce que jamais tu fais des types? Est-ce que dans ce value object, tu vas pas remettre par exemple des value objects pour des distances, pour avoir un type sur une distance, pour éviter des distances négatives par exemple? Alors, ce dont on parle finalement, oui, c'est ce qu'on appelle des value objects, c'est-à-dire un truc qui représente d'une manière un peu plus riche mes valeurs. Ceux-là, non, je ne vais pas les mettre. Moi, enfin, aujourd'hui, je ne les mets pas dans mes commandes parce que ça rendrait complexe le code du contrôleur que je vais faire après coup. Or, le test du contrôleur, je veux qu'il teste juste un aspect HTTP des choses, mais ensuite transformer cette intention en les bonnes value objects dont tu viens de parler du domaine, c'est mon command handler qui va le faire actuellement. Mais rien t'empêche de garder les primitives dans le constructeur, mais de créer tes types à la construction. Complètement. Du moment que le constructeur qui a appelé le contrôleur contient des primitives, oui, complètement. Okay. De la même manière qu'on peut faire en sorte que une entité sache se créer à partir d'une commande, par exemple, et que du coup c'est elle qui transformera ces primitives en value object. L'endroit où on crée les value object, je suis pas très sûr de moi non plus. Donc je l'ai changé pas mal de fois, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir les différents retours d'expérience. Ouais, et d'ailleurs, remarque intéressante, si vous sentez que vous n'êtes pas trop sûr d'un pattern, les tests que vous écrivez, essayez de les écrire plus larges que cette zone de doute. Si par exemple, là je suis pas très sûr de savoir les value objects, il faut les créer dans le command handler ou dans l'entité, tous les tests que je vais faire, il faut qu'ils incluent les deux du coup. Comme ça, le jour où je change d'avis, mon test ne change pas. Donc ok, on retourne à mon test. Ok, il commence à avoir compris que cette classe existe. Alors, c'est un peu artificiel là, ce que je suis en train de faire parce que j'ai écrit plein de code dans mon test et seulement après j'ai commencé à écrire les classes. Dans la vraie vie du monde véritable, au fur et à mesure que j'écris un truc et qu'il est rouge, je fais alt égal tout de suite pour créer tout de suite la classe dont j'ai besoin. Là, j'ai un peu forcé le trait pour vous montrer, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Là, je suis allé jusqu'au bout de tout un bloc de test pour l'exercice. Ensuite, mon command handler, on veut qu'il handle cette running session. Mais cette méthode handle n'existe pas. Mon test, je peux toujours pas le lancer, là il compile pas, je vais lui dire de créer une méthode handle. Tous les IDE dignes de ce nom, et c'est là qu'on commence à voir d'ailleurs la différence entre ceux qui ont des IDE et ceux qui ont la mauvaise foi de prétendre qu'ils n'en ont pas besoin. Et je me permets un petit troll, désolé. En fait, jamais moi chez Mythic je n'impose un IDE à qui que ce soit. J'impose non, d'ailleurs on débat en communauté de ce qu'on a envie d'atteindre et on a envie par exemple que quand on demande à un développeur de faire une refacto, il ne se serve pas de la complexité du fait qu'il n'a pas d'IDE pour nous dire non. S'il est capable de le faire sans IDE, très bien. Mais les IDE, c'est quand même très pratique, par exemple, pour bouger des choses. C'est très pratique quand on est dans une code-base legacy, par exemple, et qu'on n'a aucun test automatisé. Grâce à un IDE, on peut quand même faire quelques refactos parce que l'IDE les automatise pour nous. Donc, tout ce qui est automatisé par IDE, j'ai le droit sans test. C'est quand même pratique dans un projet legacy, par exemple. Alors attention, il y a des refacto IDE qui sont breaking. Ça dépend du langage, ça dépend... Happens. En fait, disons que ça dépend beaucoup du langage. Et plus le langage est fortement typé, et plus c'est safe. Parce qu'en fait... Alors, c'est quoi le typage, en fait? Le typage, j'aime bien appeler ça un détrompeur. Le typage, c'est le truc qui fait que physiquement, c'est impossible de brancher un port USB dans une prise de 120 volts, en fait. Et du coup, plus votre langage a un typage rigoureux, et plus vous allez pouvoir automatiser des refactos. Et du coup, certains ont fait, je ne vais pas citer des gens, mais certains gourous du test du TDD ont basé leur carrière sur le fait que comme ils font des tests unitaires pour tout, ils n'ont pas besoin de typage.
c'est dommage quoi, de se passer du typage juste parce que. Enfin, il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas un débat entre les deux, quoi. On peut profiter du typage et profiter du TDD. C'est dommage d'opposer les deux, je trouve. Bah, surtout que les deux s'appellent TDD. Hein. T'as le Type Driven Development et le Test Driven Development. Exactement. Bonne remarque. Donc je vais la créer, ma méthode handle, créer une méthode handle. Comme il n'est pas trop con, mon IDE, il a compris que c'est une méthode handle à qui j'allais filer une commande register running session. Et pour l'instant, il me renvoie rien. Bon, j'ai envie de faire du code asynchrone avec la stack Scala de base. La stack Scala de base, elle utilise une classe pour représenter ce qui est asynchrone qui s'appelle une future. Une promise dans d'autres langages. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des tasks, je crois, dans je ne sais plus quel langage. Et là, il y a un débat qui peut se poser, c'est ouais, mais attention, ça veut dire que je suis en train de coupler mes couches qui sont dans l'hexagone, qui sont censées être agnostiques de la tech, avec un choix technique qui est d'être asynchrone. J'ai pas de réponse absolue à ça, simplement nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, alors, je me couple à un choix, effectivement, simplement, le prix d'un couplage, c'est le prix d'en sortir quelque part. Si je peux sortir facilement de ce couplage, peut-être que le fait de me coupler au futur de Scala m'apporte plus de bénéfices que le fait que je me couple au futur de Scala. Effectivement, là, si je veux passer des futurs Scala à une librairie plus programmation fonctionnelle type CATS, Zayo ou autre, bah oui, je vais devoir refacto des classes métiers alors que le métier n'a pas changé. Mais c'est un truc que j'accepte de faire. Voilà, je vous dis juste mes réflexions, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai ma méthode handle qui désormais existe. Et je m'attendais, d'après mon test, à ce que ça me... Romain qui nous demande dans ce cas-là, enfin j'imagine ton futur c'est quoi? C'est une IO? C'est un futur qui représente quoi? Alors une IO, si on parle de monade IO en tout cas, la monade IO remplacerait cette future. Ok. C'est plus ou moins une monade cette future. Ouais, allez, je vous parle des monades. Je sais pas moi, je pose les questions du chat, hein, no stress, hein, t'as le droit de dire le chat, vous êtes bien gentil. Ok. Non, mais c'est très bien. Donc par exemple, si je fais une liste... Vous voyez chat, vous l'avez énervé. Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que les monades, tout le monde croit que c'est un truc ultra mystique et complexe, et le problème, c'est que c'est un truc qui vient des maths, qui vient d'un truc qui s'appelle la catégorie théorie, et vous avez vraiment des vidéos de 2 heures où à la fin, vous savez même plus comment vous appelez, vous voulez élever des chèvres dans le Larzac, quoi. Alors qu'en fait, ça s'explique assez simplement grâce aux listes, aux arrays, aux séquences, ça a différents noms suivant votre langage, mais vous savez ce que c'est qu'une collection. Alors il faut savoir que Gauthier a lancé un chronomètre, puisque lui-même s'est prêté à l'exercice d'expliquer les monades la semaine dernière, en live avec moi, donc je pense qu'il y a concours. 3 minutes and counting, tout ça. Alors, si je veux tricher, je dirais qu'une monade, c'est une structure avec des méthodes map et flatmap. Mais je triche parce que du coup, ça vous apprend rien. Surtout que ça s'appelle fmap en Haskell et non pas flatmap comme en Scala, mais bref. Sur vos collections, dans plein de langages, vous avez... Alors, d'ailleurs, là, j'ai pas mis le typage. Je vais vous l'ajouter. Le Scala, il faut savoir que c'est un langage à inférence de type. C'est quoi l'inférence de type? C'est, en gros, chaque fois qu'il peut deviner au contexte quel est le typage, il va pas m'embêter à le demander, parce que c'est évident. Les devs Java, je crois, se sont battus très longtemps pour que l'inférence de type n'arrive pas en Java, parce qu'ils considèrent que ça fait du code pas typé, donc du code pas bien. Mais il faut bien savoir que l'inférence de type, c'est pas comme du typage dynamique. Le typage dynamique, c'est au runtime que ça risque de péter, alors que quand on parle d'inférence de type, c'est bien à la compilation que ça peut péter. C'est-à-dire que si à la compilation, il n'arrive pas à deviner quel était le type, il ne compilera pas. J'ai toujours la sécurité de mes fameux détrompeurs que sont les types. Donc l'inférence de type fait que je ne suis pas obligé d'écrire les types, mais là je vais l'écrire quand même, donc j'ai une séquence. Alors, attendez, je vais vous mettre séquence, pour vous dire pourquoi je mets une liste alors que c'est une sec ici. Dans tous les langages, j'ai un truc qui s'appelle map. On est d'accord. Pourquoi je dis on est d'accord? C'est parce que même en PHP, vous avez un truc qui s'appelle arraymap. Qui est pas, alors certes, en PHP, on n'a pas une classe qui représente les arrays. On a une primitive de langage qui s'appelle array et une fonction qui se balade toute seule dans un coin qui s'appelle arraymap. Mais en gros, la logique générale, je pense qu'elle existe dans plein de langages. Vous avez un espèce de truc qui s'appelle map et tout le monde croit que c'est
c'est pour faire une boucle. Alors Romain n'assume qu'en pas. fait- Romain n'assume pas. Hein. Il dit qu'il voulait juste savoir ce qui était représenté par un futur dans ce cas-là et qu'il voulait pas lancer l'explication des monades. Voilà, donc il assume pas. Non, mais franchement, je vais aller très vite. Ouais. La méthode map, qu'est-ce que c'est? C'est un truc à qui je transmets une fonction. Si je suis dans un langage un peu typé, il sait qu'il a besoin d'une fonction qui prend un entier et on va pas faire ça. Donc ça va être important pour la suite, donc je préfère prendre 5 minutes, effectivement. Donc là, j'ai finalement une liste de strings, et si je lui transmets une fonction qui demande la longueur de cette string, comment ça s'appelle en ce cas-là, je sais même plus, length sûrement, voilà. En sortie, j'ai un truc qui me dit, bah voilà, ça va être 1, 1 et 1 en l'occurrence, vu que mon exemple est pourri. Voilà, là ça me fait 1, 2 et 1 par exemple, on est d'accord. Donc du coup, tout le monde croit que ma méthode map, ça sert à faire une boucle. En fait, non, un map, ça sert à déléguer à une structure la complexité de travailler sur son contenu. Ça veut dire que... pourquoi ça lance pas? Je sais pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi la complexité d'une liste? C'est qu'elle peut contenir plusieurs fois une valeur ou aucune valeur. Et donc, il va falloir qu'elle fasse une boucle si je veux travailler dessus. Et ben, c'est une complexité, plutôt que la gérer moi, je la délègue à ma liste. Voilà. Vous voyez à droite, j'ai délégué à ma liste grâce à la méthode map le fait de faire ça. Mais c'est vrai pour d'autres choses. C'est vrai, par exemple, pour les programmations asynchrones. C'est marrant, tu ne vois pas le chat et tu ne sais pas, mais tu as déclenché des choses dans ce chat. Ah mince. C'est en train de se demander, mais on peut pas faire un sondage? Qui sait pas ce que c'est de monade? On fait pas au quotidien. Ça parle de functor, ça parle. On est bien. Tout va bien. Bon bah merde, je me suis pas encore, je me suis enfoncé, mais on va aller au bout. Sinon, le chat est très bien. Allez-y, chat. Aucun problème. On est au top. Nickel. Ok, maintenant. Je vais faire une future. Une future, c'est un truc qui a rien à... Donc une future, pensez à un truc asynchrone. Vous allez me dire, une future, ça n'a rien à voir avec une liste. C'est quoi le point commun entre une future et une liste? Si j'ai une future de string, je vais la créer tout de suite là de manière synchrone, vu qu'on est dans un test. Je vais créer une future qui contient AA. Et pourquoi je me suis permis de faire cette digression? C'est parce que comme on va employer des futures, bah, autant que vous sachiez ce que c'est. Si je veux dire que quand la future sera résolue, je veux connaître la longueur de cette future, bah, soit j'écris moi tout le code qui gère le côté asynchrone, c'est-à-dire j'attends que la future soit résolue, etc. Soit je délègue à ma future le fait de transformer son contenu en une longueur. Et je fais ça comment? Bah, exactement de la même manière qu'avec ma liste. C'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'on est sur une même abstraction là qui s'appelle un functor, comme vous avez dit dans le chat. Un functor, c'est quoi? C'est une espèce de structure qui contient quelque chose et à qui on délègue la manière de travailler sur son contenu. Voilà, si c'est une liste, la manière de travailler sur son contenu, c'est d'avoir 0 ou plein d'éléments. Si c'est une future, la manière de travailler sur son contenu, c'est qu'il faut attendre qu'elle soit arrivée pour pouvoir la modifier. Et on peut aller plus loin. Si on a, par exemple, une option ou un optional en Java ou un maybe en Haskell, c'est un truc qui représente, c'est ce qui remplace en programmation fonctionnelle le nul. À la place, on a une espèce de structure qui dit je contiens quelque chose ou pas. Et plutôt que ce soit dans mon code que je mets if je contiens quelque chose, je fais quelque chose, sinon je fais rien, je délègue à ma maybe, à mon option, grâce à la méthode map, encore une fois. Donc la méthode map, une fois qu'on a compris ce que c'est, bah, c'est un truc qui délègue à un conteneur le fait de travailler sur son contenu, tout simplement. Sauf que là, jusque-là, j'ai qu'un functor. Si la méthode que je lui transmets là renvoie elle-même un functor, je vais me retrouver avec un functor de functor. Je vais me retrouver avec un truc imbriqué. Et donc là, j'ai besoin d'un truc plus puissant qu'un functor, ça s'appelle une monade, ça sert juste à désimbriquer le truc. Si la méthode que je renvoie là renvoie un functor, je mets pas un map, je mets flatmap. Problème solve, et donc une monade, c'est un functor boosté au flatmap. C'est un functor qui sait s'aplatir quand on se retrouve avec des functors imbriqués. Voilà, je vais pas plus loin. Je te fais juste un petit potpourri des remarques des remarques drôles du chat. Moi, j'ai beaucoup aimé la remarque de Elviro qui nous demandait si une future de monade, c'était une tardis monade. Je trouve ça assez propre. Ouais. Voilà. Alors la vanne, voilà. Mais je la trouve assez puissante. Ça parle de monades de Schrödinger, des monades transformers.
Monade transformer, C'est ça. je vais pas aller dessus. Merci d'essayer de me chauffer, mais non, on va vraiment trop digresser. C'est Mais ça. mon propos, c'est que si vous avez dans votre tête l'idée câblée que map, ça veut dire je fais une boucle, non, map, je délègue à une liste de faire une boucle si c'est une liste, mais je délègue à une future d'attendre son résultat si c'est une future, et je délègue à une option de vérifier s'il y a bien quelque chose dedans si c'est une option, le truc qui remplace les nuls, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a compris cette abstraction, on a codé son cerveau pour travailler avec des monades et des foncteurs. Il y a des langages qui appellent ça... je sais plus, bref, j'aime bien les langages qui appellent ça map, flatmap ou fmap, parce que comme ça on comprend qu'on parle de la même chose. Donc revenons à nos moutons. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des monades Decepticon. Très bonne remarque. Comme on a parlé des monades Transformers, c'est dommage. Merci. Merci à vous. Alors, là je vais pas vous expliquer ce que je suis en train de taper, sinon vous ferez jamais de scala de votre vie. Et en plus c'est valable uniquement Quel est ce... sur la Mon Dieu. stack. Alors, le implicite, c'est le truc dégueulasse du Scala pour avoir des sortes de variables globales, mais sans que ce soit trop dégueulasse. Je vous le vends très mal en disant ça, mais en plus, je vais me faire insulter par les devs Scala parce que non, ça permet plein de choses derrière. Mais bon, voilà. Bref. Oubliez ce que vous venez de voir. C'est un mot-clé réservé. Tout va bien. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Exactement. Et donc, je voudrais maintenant que mon handler, il me renvoie... Non, j'ai mis futur de unit, c'est faux. Unit, pensez void. Je veux que ça me renvoie une running session. Je n'avais pas créé ma running session encore. Peut-être pas. Ça me dit rien. Alors après, j'étais peut-être en train de troller dans le chat, mais... Ok. Eh ben, on va créer une running session. Très bien. Bon, il y a The Big qui est un développeur Scala, notamment. Il compte en Scala 3 pour se débarrasser des implicites. Oui, en Scala 3, ils ont vachement refacto tout ce qui était implicite. Tout à fait. Running session, qu'est-ce que je voulais faire? Le déplacer. Je fais F6. Parce que là, il est dans l'application commande, je vais le mettre dans le domaine. Ça, c'est le noyau de ce qui sera... mince. Est-ce qu'il me veut pas? Oui, créer le package. Le package n'existait pas. Package, dans ce cas-là, c'est namespace. Ça freeze, ça freeze, ça freeze, ça freeze. C'est pas nous, on a toujours 0 drop. Allez. On va attendre un peu... On va attendre un peu que Twitch revienne. Vraiment, tu n'as pas de chance. Hein. Pour le coup, on fait quand même pas mal de live. Genre 2 à 3 par semaine. Et c'est la première fois qu'on a ce truc. Écoute, on va meubler un peu. Ça rip Twitch. Qui c'est qui a mock le stream? Pas mal. Pas mal. Vous nous dites quand ça revient, Arthur, Nolwenn. Je sais pas si vous aussi vous avez le freeze, je vous laisse. Aussi, et comme depuis tout à l'heure, je suis toujours sur le même pod Docker, donc. Toi, ça va. T'es pas sur les machins qui redéploient et où ça. Ah, c'est revenu, c'est revenu. Chez moi. Ah, c'est toujours freeze, ok. Attends, mais je fais un CTRL F5. Cool. Ah, Un petit coup de cargo cult. ça a l'air pas mal. Eh Encore ben, un peu noir. Écoute, c'est pas mal. Est-ce qu'on s'est fait bannir pour avoir voulu rendre l'implicite explicite? Peut-être. C'est possible. Écoute, ça a l'air d'être revenu. Vous nous dites, vous criez. C'est complètement con de dire ça. C'est encore noir hein, chez moi. Je voudrais pas dire, mais moi c'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon. Et peut-être que c'est un replay que je devrais uploader depuis mon poste, ce qui me rend triste. Ah, c'est toujours pas bon. C'est pas bon, c'est toujours freeze. C'est toujours freeze. Alors attends, code pas trop de trucs. Non, mais je mets des trucs. Ok. Après, si les gens sont intéressés par ce qui est paradigme fonctionnel et les trucs un peu à la Fontor, il y a Lambda Lille qui a pas mal de vidéos qui sont disponibles sur YouTube pour voir des trucs assez farfelus. C'est bon, c'est revenu pour moi. Est-ce que c'est revenu pour le chat? Eh ben, on va voir. Si tout le monde a le bug de l'an 2000, la fameuse erreur 2000. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air de revenir. Ils ont fini le déploiement. Si on chope le stagiaire Ops qui a fait le nouveau truc de déploiement de Twitch. Bon, ok, c'est revenu. Ouais, ok, ça ressemble vraiment à ça hein, quand même. Encore un gars qui ferait les tabulations dans le YAML. C'est un peu ça, ouais. Encore des espaces en trop, ça. Où est-ce que j'ai entendu que le DevOps c'était de transformer du YAML en facture Amazon?
J'ai bien aimé. C'est bien. Je trouve que Bref. ça résume assez bien. En tout cas, c'est ma compréhension, quoi. Ouais, donc voilà, bon bah bienvenue de nouveau. Je me suis juste permis de créer l'entité avec ces deux valeurs qui étaient dedans, une distance et des chaussures, tout simplement. Et voilà, Alors, ma méthode handle pour l'instant 9. Tu as dit l'entité, c'est au sens entité DDD ou c'est au sens c'est un truc? Au sens que je ne fais pas distinction entre les deux en fait. C'est-à-dire qu'en DDD, vous avez des entités, mais finalement, on n'a pas attendu DDD pour avoir le terme entité. Simplement, il y avait un anti-pattern associé aux entités, souvent dans les frameworks, qui est que cette entité doit être couplée à la base de données. C'est-à-dire avoir juste des bêtes getter-setter. Si la base de données, les colonnes sont faites de telle manière, il faut que mon entité soit faite pareil. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux couches. J'ai vu plein de gens en entretien d'embauche qui me faisaient une sorte d'entité dans le domaine qu'ils appelaient une entité DDD, et plus tard une deuxième entité qu'ils appelaient l'entité de base de données. En fait, moi je m'en sors avec seulement une entité côté domaine, quoi. Et si je veux l'enregistrer en base de données et que mon ORM ne sait pas la gérer, bah, je trash mon ORM. Mais ça, on reviendra plus tard. Alors dessus. moi la question c'était plus sur le fait que pour moi pour l'instant c'est un value object. Alors pour l'instant il n'a aucune logique. Ouais. Et d'ailleurs vous verrez que là pour l'instant Les value objects comme je peuvent connais avoir de pas la le nom. logique. Mais là, comme il n'y a pas de changement, que c'est immuable et que c'est défini par ces données. Oui, non mais ouais, on va revenir plus tard. Pour l'instant, on peut dire que c'est un value object, vu que alors, la différence entre un value object du coup et une entité, c'est qu'une entité, c'est un cycle de vie, c'est un ID typiquement. C'est ça. C'est ce qui permet de différencier de Pascal Martin, par exemple. Du coup, là, j'ai complètement un value object. On verra à l'étape d'après que ça va devenir une vraie entité. Mais une bonne remarque, mais en fait, ça vient après. Florent rappelle qu'un value object a de la logique, et je partage totalement. Oui, alors il est immutable par contre, c'est-à-dire Oui. que si je fais des méthodes dessus, elle me renvoie une nouvelle instance. Ou directement le résultat de l'opération. Ou directement le résultat de l'opération, oui, complètement. Si c'est par exemple comparer, si vous me dire si je suis plus grand ou plus petit qu'un autre nombre, par exemple, enfin qu'un autre montant, si on est en train de parler de montant monétaire, bah, ça me renvoie true ou faux directement. Oui. C'est ça. Alors si c'est une méthode plus, donc là c'est volontaire. J'ai lancé mon test, il me dit qu'il manque une implémentation. Mais au moins, j'arrive à faire lancer mon test par mon IDE. J'ai plus de rouge ici. Il manque une implémentation. Pourquoi? Ça, c'est une petite astuce, ce cas-là. C'est que tant que j'ai pas fait une implème, je mets 3 points d'interrogation. C'est pour l'empêcher de trop couiner. Mais par contre, dès que ça va tomber sur ce code-là, ben forcément, ça me dira qu'il manque une implème. Donc maintenant, il faut que je fasse mon implème. Mon implème, elle va être un petit peu coconne, en fait, puisque si on met mes specs à gauche et ma classe à droite... Mince. Trop de choses ouvertes. Voilà, ma spec, elle me dit quoi? Elle me dit que j'ai besoin que ça me crée une entité à partir des données de la commande. Et vous avez, à un moment, vous devriez me dire, maintenant tu fais l'overengineering du coup, vous allez voir. Donc là, je renvoie, pour l'instant, future.successful. Je la crée de manière synchrone, finalement, mon entité, parce que j'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Je crée donc tout de suite de manière synchrone une running session grâce aux infos de la commande. Ma commande, elle contient une distance et des chaussures, bah, session.distance et session.chaussures. Là, vous devriez me dire, mais c'est quoi la différence entre ta commande et ta pseudo-entité, vu que tu es en train de copier les données de l'une à l'autre, finalement, ça sert à rien. On va y venir un petit peu après. Je relance mon test. Mon test est vert. Donc très bien. Ce que je voulais vous montrer, surtout dans cette étape-là, c'est que quand je fais du TDD, j'essaye de me forcer à créer toutes les classes de ma partie code, là vraiment, depuis mes tests, grâce à mon IDE. C'est ce qui me permet de savoir que je fais vraiment du test. Enfin, du TDD, du test first pour de vrai. Deuxième truc à remarquer, dans mon test unitaire à gauche, là, je suis en train de manipuler d'autres classes. Je suis en train de manipuler une classe qui est une commande, c'est un DTO. Je suis en train de manipuler une autre classe qui va grossir en une entité, et je ne suis pas en train de les moquer. Et ça, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est pas un test unitaire parce que ça ne moque pas les dépendances de cette classe. Mais en fait, non, c'est juste que mon unité est en train de grossir, elle est en train de grossir en plusieurs classes. Paniquez pas, c'est pas grave. Tant que mon test en fait est compréhensible et qu'il est relativement focus, c'est bon, je reste là.
Peut-être que Donc, on va à l'étape d'après. peut-être que tu peux résumer un tout petit peu. Alors moi, j'utilise une archi-exa un peu différente au quotidien, donc je suis un peu perdu. J'aurais besoin d'un tout petit résumé. Qu'est-ce que si tu peux rappeler le handler, le register running session, qui est où et quelles sont les responsabilités de chacun peut-être. Je sais pas si c'est que moi qui suis perdu un peu, et dans ce cas-là, on s'en fout. Disons que là, le fait que j'ai des commandes et des commandes handler, c'est pas tant l'archi hexagonale qui m'impose ça. Si on revient un petit peu au slide, le truc important en archi hexagonale, c'est d'avoir des portes coupe-feu à droite quand j'ai besoin de taper vers l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des interfaces qui correspondent à mon besoin métier dès que je vais devoir appeler une base de données, dès que je vais devoir appeler quelque chose vers l'extérieur. Là, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'à aucun moment, ce qui est dans ton domaine ne dépend de ce qui est à gauche ou à droite. C'est l'inverse. Tout à fait. Tout le temps. C'est vraiment le truc. Il n'y a pas d'élément de framework, il n'y a pas d'élément de... Non, c'est grâce à cette astuce que je passe d'un projet PHP à un projet Scala sans que la partie du centre bouge. Je vous remonte. Mais je voulais re-enforce ce point, mais c'était peut-être pas utile. Peut-être qu'on a un chat au top qui l'avait bien compris. T'as bien fait. En fait, ce qui fait de cette archi une archi hexagonale, c'est vraiment les petites prises électriques à droite, en fait. Ce qu'il y a au centre, là, comment vous organisez, si vous avez juste un seul dossier domaine avec des services dedans, ou un dossier que vous appelez use case, ou peu importe, tant qu'il est agnostique de tout framework et de toute complexité technique à droite, c'est bon, c'est de l'archi hexagonale port et adapteur. Ok, du coup... Et aussi, tiens, je vais vous montrer un autre truc. Si votre langage vous permet de vérifier quel package a le droit d'appeler quel autre, quel namespace a le droit d'appeler quel autre, le dossier domaine a le droit de rien appeler, là, si vous faites une archi comme celle-là. C'est ce que tu viens de dire, d'ailleurs. Le dossier application a le droit d'appeler le dossier domaine. Finalement, l'application, c'est les use cases qui vont piloter le domaine, mais en lui déléguant le max de logique. Et les dossiers à gauche et à droite, c'est des dossiers techniques qui vont se conforter à ce que voulait mon application. Donc voilà, domaine dépend de rien, application dépend que de domaine. C'est des trucs que vous pouvez enforcer dans vos outils, si vous voulez. Et l'outil qui va bien, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça existait dans tous les langages, c'est ArcUnit. Si vous voulez faire ça et vérifier que vous n'avez pas des trucs qui sont passés au travers. Si le système de package le permet pas, c'est facile de le tester avec ArcUnit. Nickel. C'est en quel langage ArcUnit ? Il y a tout. Parce que j'en parlais la dernière fois que j'utilisais ça en Java, on en parlait, je sais plus avec qui, avec Elvi peut-être, qui nous a dit en fait il y a le même en C#. Et je crois qu'il y a en PHP aussi. En PHP, il y a un truc qui s'appelle pdepend, je crois. Ouais, enfin il y a un équivalent en tout cas. Ouais. Mais je veux dire qu'ArcUnit, c'est un truc qui a une implème dans tous les langages, quoi. Ou en tout cas il y a un équivalent. Il y a un équivalent, il y a un truc qui ressemble. Donc là, pour ceux qui avaient vu mon live coding au forum PHP, j'ai fait un truc un petit peu différent. C'est qu'au forum PHP, j'avais fait en sorte qu'on reçoit un appel en put où l'ID m'est transmise par celui qui fait l'appel en put. Là, et du coup, ça a perturbé plein de gens qui m'ont posé plein de questions. Donc là, j'ai fait un truc un peu différent. C'est que j'aurais dû vous montrer la doc OpenAPI. Comment je sors du plein écran F11 ? Voilà. Est-ce que tu peux zoomer un peu ? Bien sûr. Oula. Est-ce que vous arrivez à voir ? Vous nous dites chat. Donc là, on est en train de faire une API REST, j'aurais dû commencer par ça, et on le fait en mode contract first. Le mode contract first, ça veut dire que d'abord je me mets d'accord avec les fronts sur le contrat. Donc je fais une doc OpenAPI. OpenAPI, c'est le nom de Swagger depuis la version 3. Et une fois que j'ai fait mon contrat, vous avez des trucs genre SwaggerUp qui vous permettent de créer des mocks en ligne, sans une ligne de code, pour qu'ils puissent faire des appels HTTP et déjà commencer à développer leur front. Ça va renvoyer en dur ce que me dit la doc. Donc à chaque fois qu'ils font un appel en poste, ça va leur répondre ça. Vous voyez qu'au passage, à un moment, il y a une histoire d'ID qui devrait être créée, qu'on n'a pas encore créée là. Une histoire de température courante qu'on n'a pas encore créée non plus. Et en fait, l'appel que j'envoie au début ne contient pas l'ID. C'est un appel en poste qui va créer une nouvelle running session. Et comment, du coup, qui crée cet ID ? Il y a plusieurs patterns possibles.
Il y en a un qui est de faire de l'UID, par exemple UID, c'est-à-dire un ID unique depuis les couches applicatives, donc on ne délègue pas à ma base de données le fait de faire une sorte d'auto-incrémente. Il y en a qui vous diront que de toute façon l'ID qui est en base de données ne regarde pas à l'extérieur, donc pour vous protéger de l'extérieur, il ne faut jamais exposer l'ID en base de données. Personnellement, je n'ai pas encore vraiment tapé les murs de le faire. Donc pour l'instant, je me permets encore de le faire. Voilà, je dis pas que j'ai raison ou quoi, je dis simplement que j'ai... De toute façon, ça ne pose pas encore de problème d'exposer l'ID qui vient de la base de données. Je me permets juste un petit truc. Dès que vous pouvez avoir un ID qui vient du métier, faites-le. Dès qu'il y a un ID unique porté par le métier, vraiment c'est le mieux, quoi. C'est les quelques cas où on n'a pas. Et après, c'est vrai que moi j'ai arrêté les ID générés par la base. Je préfère les générer par le domaine en distribué. Je trouve ça plus simple à tester, à scaler, à déployer. Voilà. Mais après, les goûts et les couleurs, quoi. Ok. Il est 20h20, faut peut-être que j'accélère un peu. On vise d'arrêter à quelle heure? Moins quart. Moins quart. Ok. Alors, je suis passé maintenant au test suivant, qui a été écrit en premier, donc je ne vais pas l'écrire devant vous. Il y a un test suivant qui a été écrit, qui est justement à propos de cet ID. Il me dit quoi ce test? Il dit que je veux utiliser le prochain ID disponible quand je crée une session de running. Et c'est quoi cette notion de prochain ID disponible? C'est là que toute la beauté de l'architecture hexagonale apparaît. C'est que je n'ai pas besoin, pour l'instant, de me prendre la tête à savoir qui va me fournir une séquence d'ID successifs ou non d'ailleurs, mais en tout cas, qui va me fournir un ID, pour l'instant, j'en sais rien. Apparemment, c'est refreeze pour certains, pendant que d'autres nous disent ça remarche. Écoute, je crois que c'est un enfer. Faites des CTRL F5 et changez de pod. Désolé. Il y a Guillaume Craft Toulouse qui nous demande si le GUID est un bon ou un mauvais candidat pour l'ID quand on ne peut pas en avoir un qui vient du métier. Ce qu'il appelle GUID, c'est UID ou pas? Je pense, ouais, ça doit être Global UID, ça doit être l'équivalent en C#. Pour moi, c'est UID, ouais. Ouais, je peux pas répondre à cette question. Toi, tu peux répondre, peut-être, t'as l'air de mieux... Perso, j'utilise beaucoup des UID, ouais. Et dans le cas où je veux faire de l'event sourcing, j'ai besoin d'avoir des ID qui se trient. Et donc là, je vais chercher des trucs un peu différents, basés et sur du temps, et sur un compteur, et sur un identifiant de serveur. Comme ça, ils se trient. Mais quand j'ai pas besoin de ça, UID, c'est très bien. Et ça refreeze pendant que ça refreeze. Quel enfer. Ils sont tombés sur la bonne machine. Ouais, il y en a pour qui ça marche, d'autres pour qui ça marche pas. Écoutez, on est vraiment désolé. J'ai l'impression que Twitch est en PLS depuis 3-4 jours. J'ai l'impression qu'il faut que tu avances aussi. Donc on va avancer un peu et on verra ce qu'on peut faire sur le replay en fonction de si le replay est cassé ou pas. Ok. Donc, ce qui est sûr là, c'est que j'ai besoin que quelque chose me fournisse un ID. Donc, j'ai créé une nouvelle dépendance depuis mon test. Je sais que j'aurai besoin d'une dépendance qui s'appellera... Alors, je me suis servi du repository là pour ça. C'est quoi le repository? C'est un pattern en fait. Beaucoup de gens connaissent le mot repository parce que c'est ce que leur librairie de... Comment ça s'appelle? d'ORM leur demande pour pouvoir enregistrer des choses en base de données. En fait, le pattern repository, c'est un pattern qui te dit qu'on a une sorte d'interface quelque part qui sent la collection en mémoire. Dessus, il y a des méthodes du style add, je sais pas moi, find, etc. Quand je lis cette interface, je ne sais pas du tout comment ça va être implémenté derrière. Est-ce que ça va faire un appel à Amazon S3? Est-ce que ça va enregistrer dans Postgre? Est-ce que ça fait un appel REST à je sais pas qui? Je ne le sais pas quand je lis ce pattern repository. Et du coup, là, alors c'est une suggestion, hein, je me suis servi de ce repository pour lui demander le prochain ID disponible. Mais j'aurais très bien pu faire une autre interface, d'ailleurs, qu'on pourrait appeler ID Provider, pourquoi pas, à qui je demande mon prochain ID disponible. Quitte à ce qu'ensuite, côté infrastructure, enfin, côté adapteur, c'est-à-dire ceux qui implémentent les interfaces, ce soit la même qui implémente les deux. C'est pas forcément mal, des fois, de séparer les interfaces, quitte à ce qu'elles soient implémentées par une même classe derrière. Donc bref, j'ai un truc qui me file là, visiblement, le prochain ID disponible, en tout cas, c'est ce que veut mon test. Et là, j'ai un fameux when qui apparaît dans ma partie given. Mon when, il me dit que quand je demanderai le prochain ID, alors ça va être une future parce que je veux que ce soit asynchrone, et je veux qu'il me réponde 12.
Donc on voit que c'est bien un when. Quand je vais créer ma session de running, je veux que l'ID de cette session running soit 12. Je sais pas si ça frise toujours, je continue. Ouais, apparemment, mais ça n'a pas l'air d'être pour tout le monde. Ok, bon bah désolé, hein. Pour les autres, je continue. Donc ben très bien. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que bon, j'ai fait un petit peu de refacto parce que là, vous voyez que dans cette session de running, enfin, pardon. Je vais passer une commande à mon handler pour ça, mais ma commande va contenir donc deux infos qui étaient la distance parcourue et les chaussures, mais ça ne sert à rien dans mon use case là. Ce que doit tester mon test, c'est juste si c'est bien le prochain ID disponible qui finit dans mon entité. Donc pour masquer les détails inutiles, j'ai fait une factory de test. Une factory de test, c'est le truc qui manque à certaines personnes pour réussir à moquer, à arrêter de moquer les classes du domaine quand ils font un test, systématiquement. Je vais vous remettre la slide qui va avec. Voilà. Il y a un malentendu, c'est que je suis obligé de moquer mes entités, mes DTO quels qu'ils soient, sinon dès que j'ajoute un champ, ça fait péter tous mes tests, donc il faut que je les moque. Le problème donc de moquer trop de choses, c'est que mon mock peut me renvoyer des informations fausses qui ne correspondent plus à la réalité de ce qui est la vraie entité en face, par exemple. Et en plus, c'est chiant à écrire un mock et tout, des fois c'est plus simple que mon exemple du datetime tout à l'heure. Tant que mon entité est simple, j'ai envie d'utiliser la vraie entité dans mes tests, ça me donne plus de confiance en plus. Sauf qu'effectivement, si j'ai 50 tests qui utilisent une entité et dès que j'ajoute un champ, je risque de faire péter 50 tests. La solution pour ça, c'est d'utiliser... Alors il y a plein de patterns. Hein. Je peux utiliser par exemple une factory. Là c'est une factory, c'est-à-dire c'est une méthode statique, create par exemple, avec plein de champs avec des valeurs par défaut. Comme ça, j'utilise certains ou pas. Dans les langages qui supportent les arguments nommés, je peux très bien appeler create en passant que le deuxième argument si c'est que les chaussures qui sont importantes pour un test en particulier. Et je fais attention à ce que mes valeurs par défaut n'aient aucun sens, parce qu'il ne faut surtout pas que je les utilise dans un test. C'est vraiment, voilà, toutes les valeurs par défaut que je mets là, c'est pour les tests qui n'en auront pas besoin. Si un jour un troisième argument arrive dans cette running session, voilà, c'est dans la commande register running session, je vais ajouter ce troisième argument ici, et ça ne fera pas péter tous les tests qui se fichent de ce troisième argument. Donc là, ça c'est une factory. Ça pourrait être aussi un builder, c'est-à-dire une classe où j'appelle des méthodes successives de genre je crée une session de running, après je whiz avec une température qui gèle, avec je sais pas quoi, je peux rajouter des étapes successives, à la fin je fais build. Ça revient au même, il y a d'autres patterns. L'idée générale, c'est que dès que vous avez moyen de vous passer de faire un mock, mais qu'à la place vous trouvez une astuce pour utiliser les vraies classes, autant le prendre. Donc c'est grâce à cette factory que j'ai pu masquer les détails inutiles. Dans le test qui a besoin de vérifier que les valeurs de la commande finissent dans l'entité, je vais bien passer des valeurs à ma factory statique. Par contre, dans le test qui a besoin de l'ID, je vais juste appeler create sans paramètre dans ma factory. Autre chose, là ça va peut-être vous choquer parce qu'il y a des valeurs magiques là. C'est-à-dire que dans du code de prod, mettre des valeurs en dur, vous allez me dire non, c'est l'anti-pattern de valeur magique, fait une constante. C'est vrai dans du code de prod, mais contre-intuitivement, dans un code de test, c'est finalement plus lisible visuellement, enfin je vous laisse juger, de voir que le 125.7 là, c'est le même que le 125.7 là. Si j'avais mis une variable qui contient cette valeur et j'utilise deux fois la variable, ça m'aurait moins sauté aux yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai même tendance à demander aux gens d'enlever les constantes qu'ils mettent dans ces cas-là. Parce que en plus, ça peut masquer des trucs qui fait que tu finis par rien tester. Oui. Oui, c'est ça. Par exemple, c'est pareil si je fais un test qui a un moment appelé une URL, il faut surtout que dans mon test, j'écrive cette URL en dur. Il ne faut pas que je repasse par les couches du framework qui génèrent des URL. C'est ça, parce que peut-être tu vas rien tester. Exactement. C'est très facile de se retrouver à tester son framework de mock. Oui. Faut faire attention. C'est une bonne remarque. Donc voilà, j'ai rendu mon test plus lisible en virant les 12 et les choses qui n'ont rien à faire dans mon test qui teste des ID. Et donc là, dans mon test, j'ai plus que le 12 et le 12 que je vois deux fois. Et ceux qui ne mettent pas given when then en commentaire parce qu'ils font en sorte que la structure de leur test le montre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire des méthodes privées, given tel truc. Donc comme toutes vos méthodes de début vont s'appeler given quelque chose, on voit que c'est la partie given. Pareil dans la partie when et pareil dans la partie then. C'est une autre astuce que de mettre les commentaires.
Kevin demandait tout à l'heure si quelqu'un utilisait cette astuce. C'est vrai que j'ai pas relevé la question, mais du coup, tu viens de lui répondre. Yes. D'ailleurs, je me suis permis un petit truc là. C'est qu'une méthode given next ID existe. Pourquoi? Parce que dans le test qui testait le fait de copier les données de ma commande vers mon entité, pour que le test pèse pas, je vais quand même avoir besoin qu'il y ait une prochaine ID qui me soit retournée par mon interface, mais je me fiche de savoir laquelle. Donc j'ai caché ça dans une méthode privée, given next ID existe, qui elle va m'envoyer une valeur volontairement bidon, qu'il faut surtout pas que j'écrive plus haut dans le test. Et qui me dit que quand on demande un prochain ID, ça renvoie 999. Ok, est-ce que j'ai assez d'infos dans mon test là pour coder le truc? Eh bien, j'ai un repository qui pour l'instant n'existe pas et que je vais moquer. Donc ça peut répondre à la question, est-ce que je ne moque plus rien? Ça, c'est une question que m'ont posé plein de candidats. Ils ont vu mon premier talk, ils ont dit mais tu ne moques plus rien. Je vais faire cette slide là, tiens. Don't mock what you don't own. C'est un pattern, ça, que j'ai mis longtemps à comprendre. Il ne faut surtout pas moquer des classes qui ne m'appartiennent pas dans la partie infrastructure. Si j'ai le temps, je montrerai pourquoi, sinon il y aura des exemples dans le repo. Par contre, quand je crée une interface, parce que je vais avoir besoin d'un truc, là par exemple, je vais avoir besoin à un moment de la météo, donc je vais créer une interface Weather Provider. Là j'ai besoin d'avoir le prochain ID disponible, donc je crée une interface qui me renvoie le prochain ID disponible. Ces interfaces-là, c'est moi qui suis en train de les faire grossir. Donc je vais pouvoir les moquer parce que c'est depuis mes mocks en fait que je vais les faire grossir. C'est pas que je moque une interface après coup, c'est que mon mock va me servir à guider le fait que l'interface se mette à exister. Donc je ne moque pas des librairies qui ne m'appartiennent pas à droite, je moque des interfaces que j'ai créées moi selon mes besoins, et qui seront du coup vachement plus focus et vachement plus simples. Là on voit que peut-être que le truc que je vais utiliser pour me donner un next ID, c'est un truc où il faut d'abord, je sais pas, chauffer du charbon, enfin je sais pas, lui envoyer un seed pour lui initialiser une sorte de random, je sais pas trop quoi, peut-être qu'il y aura des détails un peu techniques. Comme j'ai fait mon interface en premier et que tout ce que je veux c'est le next ID, j'ai fait l'interface la plus simple possible. Ça me sert de pare-feu, ça me protège de la complexité technique. Donc je moque bien les interfaces que je crée moi. Et d'ailleurs l'interface n'existe pas encore, donc je la crée. Donc une interface en ce cas-là c'est un trait. En gros le trait en ce cas-là c'est une interface mais qui peut contenir des implémentations par défaut. Mais il faut quand même penser à interface. On peut implémenter plusieurs interfaces, c'est pas de l'héritage multiple, c'est bien des interfaces. Donc ok, j'ai fait mon interface. Évidemment, il me l'a mis dans le dossier de test. Ah, ça, donc, c'est le... Non, je veux pas que tu me le fasses dans le dossier de test. Il me l'a mis dans l'application commande, moi je vais le mettre dans le domaine. Ça c'est pareil, j'en suis pas totalement sûr. Parce qu'après tout, c'est que mes use cases dans la couche application qui s'en servent. Eh ben on a cherché pas mal, on est pas mal à s'être posé la question et on a tous fini par conclure de les mettre dans le domaine parce que des fois on a besoin d'injecter nos ports dans les objets du domaine. Dans certains rares cas, on va les passer à des méthodes. Ok, bon. Et donc en fait, on finit tous plus ou moins par les mettre dans le domaine. Après avoir essayé différents trucs. Ok, donc dans mon domaine, je vous montre, j'ouvre le dossier domaine à gauche, j'ai et mes entités et mes interfaces, du coup, pour l'instant. Et mon interface, je veux qu'elle puisse avoir une méthode nextID, donc c'est depuis mon test que je fais alt égal pour créer cette... Alors je veux que ce soit quoi? Je veux que ce soit une méthode sans paramètres, ouais, très bien. Donc je veux que ça me renvoie un int, je veux que ce soit asynchrone. Comme j'utilise des futurs en ce cas-là, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, je passe un implicite exécution contexte. C'est ce qui lui sert en gros à orchestrer les futurs et l'asynchronisme. Dans une certaine manière de programmer en ce cas-là, il y en a d'autres qui ne se servent pas de ça. Voilà. J'ai mes points d'interrogation qui me disent que je ne l'ai pas encore implémenté, mon nextID, mais ça me permet de virer un truc rouge de mon test. Donc voilà, c'est bien dans un when. Et si mon nextID c'est 12, et ben je m'attends à ce que mon entité à la fin ait un ID 12. Cet ID n'existe pas, donc je vais rajouter un ID dans mon value object qui devient une entité, pour répondre à la question de tout à l'heure.
Alors, il y a- c'est il y a- discutable de... Il y a un petit débat qui est en train de se créer sur la ségrégation d'interface autour du fait qu'un port qui s'appelle repository devrait être de la ségrégation de plusieurs interfaces plus spécialisées dans différentes opérations. Je sais pas, tu as le droit de dire oui, je vous laisse en parler, et si tu dois avancer. Je te laisse gérer comme tu veux. Le seul truc, que je le redis, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est que j'aurais pu, plutôt que d'utiliser mon repository qui servira plus tard à ajouter mon entité dedans, j'aurais pu faire une autre interface qui est un ID provider. J'aurais dû faire ça clairement en fait. C'est ça. Quitte à ce que, encore une fois, ce soit mon repository concret côté infrastructure qui implémente les deux interfaces. Je pense que la remarque de FPL, c'est plus, t'as un ID provider, t'as un searcher, finder, machin, et tout ça, tu vas l'agréger dans un repository. J'ai jamais fait ça, donc là je me rends pas compte des pour et des contre. Tu me dis FPL si j'ai mal compris la remarque. Désolé, je ne saurais pas répondre. Est-ce que j'ai encore du rouge dans mon test? Ouais, on voit que je m'attends du coup à transmettre ce nouveau repository que je suis en train d'inventer à mon handler, forcément. Sauf qu'actuellement, il ne le demande pas. Donc du coup, je vais rajouter un paramètre dans le constructeur, c'est de l'injection de dépendance. Je sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai eu plein de devs qui confondaient conteneur d'injection de dépendance et injection de dépendance. Ah. C'est-à-dire qu'on a des conteneurs tellement magiques maintenant que oui. C'est assez classique. En fait, l'injection de dépendance, c'est le fait dans mon constructeur de lui injecter les dépendances dont il a besoin. Et le conteneur, c'est un truc optionnel, c'est un truc que peut me fournir mon framework, par exemple, pour créer la grappe d'objets du coup qu'il faut injecter les uns dans les autres. Mais c'est optionnel, je peux aussi faire des new à la main dans une classe quelque part et créer moi-même à la main ma classe d'objets en fait, ma grappe d'objets. Donc bref, ah putain, je me suis trompé, je l'ai appelé register running session repository, non c'est running session repository tout court. Erreur. Ok. Et donc est-ce que mon test compile? Est-ce que je peux le lancer? Il n'y a plus de rouge en tout cas, donc au moins je vais pouvoir le lancer. Il va forcément ne pas marcher parce que j'ai pas encore implémenté tout. Comme prévu, donc, c'est voilà, tout pété. Comme prévu, c'est tout pété, mais du coup ça me guide sur ce qui me reste à faire un petit peu. Parce que là, ça me dit quoi? Qu'il manque un argument ici. Et effectivement, ma running session, je lui avais rajouté un paramètre. Vous savez, c'était mon entité, je lui ai rajouté un paramètre ID en premier paramètre. Si dans mon test automatisé, je ne vais pas appeler ça un test unitaire, si dans mon test automatisé, vous mettez le nom que vous voulez chez vous, j'avais moqué l'entité, peut-être que ça n'aurait pas pété ici. Potentiellement, suivant le framework de mock utilisé. Donc là, je suis très content que ça ait pété, parce que j'utilise la vraie entité dans mon test du handler, et que ça me dise, bah non, il manque un truc là. Donc effectivement, il manque quoi? Il manque de récupérer la prochaine ID. Donc repository.nextID. Sauf que repository.nextID, c'est un truc asynchrone. Donc, je vais vous épargner les détails. Disons que je vais d'abord faire une future qui représente ce que sera mon nextID plus tard. Je vais faire un for compréhension qui est un sucre syntaxique pour faire des maps et des flat maps. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, qui me dit que mon nextID contiendra un jour le contenu de ma future. Et que quand je l'aurai, ça me permettra de me faire une running session. Donc, oui, non. Voilà, comme je suis embêté à vous faire perdre du temps avec les maps et les flat maps, j'ai viré le fort compréhension à faire des maps plutôt. Donc voilà, j'ai une future, là il y a une complexité, c'est qu'il faut attendre qu'elle soit prête, et ben je délègue cette complexité à ma future grâce à une méthode map. Je lui dis quand elle sera prête, tu fais ça, et c'est la future qui gère ça. Voilà, je suis en train de me servir d'un functor. Ok, est-ce que mon test marche? Je le relance, je pense toujours pas, parce que la méthode... Si, peut-être. Alors peut-être. Sous nos yeux J'ai vu des points ébahis, d'interrogation. devant un chat en délire, enfin pour ceux qui ont la vidéo. Peut-être que ça marche. J'ai toujours 0 drop. Je suis terriblement triste si ça ne marche pas pour vous. Ça marche. En fait, il y avait des trucs, il y avait des points d'interrogation là, mais en fait, je peux les virer. C'est parce que je suis dans un trait, c'est une interface. Je suis pas obligé de mettre une implémentation par défaut. Et d'ailleurs, je vais surtout pas le faire ici.
Alors il y a des Donc, questions voilà. qui se posent dans le chat de savoir si j'ai compris un truc, je vous rassure, non, toujours pas. Hein. Sur, Oh non, n'importe, de manière générale. sur la vie en général. Ouais, sur... Et- Donc là, je vais en profiter pour rebondir sur une slide que j'ai fait tout à l'heure qui disait que c'était un anti-pattern de à la fois tester qu'une méthode était appelée dans mes mocks et à la fois de faire en sorte qu'elle me renvoie une valeur. Donc repository, c'est bien. Alors, j'allais dire un mock, mais c'est pareil, suivant chez vous, vous allez peut-être l'appeler différemment. C'est un double, en tout cas, au sens large. Ici, ça s'appelle mock. Enfin, franchement, dans tous les langages, les frameworks appellent ça des mocks, donc j'ai appelé ça un mock. Donc, j'ai bien un mock d'un repository qui aura une méthode nextID. Par contre, cette méthode nextID, est-ce que j'ai besoin de vérifier qu'elle a bien été appelée? Mais trop pas, en fait. Parce que si j'oublie d'appeler la méthode nextID dans ma classe réelle, attendez, je vais vous le mettre à droite. Ça, j'ai lutté contre. Hein. On a dû me montrer par A plus B que c'était faux. Et du coup, maintenant, c'est mon tour, c'est ma croix de lutter pour expliquer ça aux gens. J'ai pas besoin de vérifier à la fin dans le Zen que nextID a bien été appelé, parce que si j'appelle pas nextID ici, mais il y a zéro chance que la running session qui vient d'être créée ait la bonne valeur. Mais zéro chance. Je remonte le test. Hein. Le test, il dit que quand j'appellerai nextID, si jamais je l'appelle, mais je vérifie pas si on l'appelle, ça me renverrait 12. Et à la fin, je vérifie si on a bien 12. Mais du coup, forcément que si nextID n'est pas appelé, j'aurais jamais 12 ici. Hein. Le seul cas où ça peut valoir le coup de quand même vérifier le nombre d'appels, c'est s'il y a des raisons de performance qui sont liées à ça. Par exemple, je me rends compte que c'est une méthode qui est très coûteuse et actuellement je l'appelle 3 fois, il ne faut surtout pas appeler plus que 3 fois. Mais dans ce cas-là, dans le Zen, effectivement, je dirais et nextID doit être appelé maximum 3 fois. Mais du coup, je mettrai même pas et je constate qu'elle est appelée 3 fois après coup, hein, comme j'ai constaté que mon imprimante faisait brrr pendant 30 secondes. Je dirais vraiment, exceptionnellement, je me mets un petit commentaire en disant ouais, je vérifie bien que c'est appelé 3 fois max pour des raisons de perf. Mais ce sera l'exception qui confirme la règle. C'est le seul cas où dans la partie Zen, je fais une vérification d'appel, un truc qui à la base servait à me donner une info en entrée. Comme pour tous les tests, c'est important de réussir à le faire échouer. Moi, typiquement, quand j'ai un test de nombre d'appels, c'est que je vais rajouter un cache, une connerie, un truc. Et donc, je vais d'abord le faire échouer sans mon cache, sans mon machin qui est devant. Parce que ça va appeler 27 fois au lieu de 1. Et puis après, quand on met le truc... C'est comme pour tous les tests, faut le faire échouer, mais au-delà de... ça compile pas, il faut le faire échouer. Tant qu'on n'a pas fait l'algo, ça doit pas marcher. Complètement. Donc, dans la vraie vie, là, en fait, comme je vous ai dit, j'ai laissé plein de rouge dans mon test avant d'implémenter vraiment les choses. En vrai, c'est au fur et à mesure, je mets .id, je vois que .id n'existe pas, hop, je fais alt égal, je demande à mon IDE de le créer, etc. Et avant de le créer à chaque fois, je fais en sorte effectivement que mon test échoue bien au fur et à mesure. Faut voir un test échoué pour lui faire confiance, je te rejoins complètement là-dessus. Bon, vu le temps qui reste, je vais pas insister plus que ça. Quand est-ce qu'on met du coup ce qu'on appelle des spies du coup dans la partie Zen sur mes mocks? C'est quand je m'attends à ce que ça fasse un effet de bord. Et par exemple, je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais vous le verrez dans les commits de mon repo et vous pourrez même vous amuser à essayer de l'implémenter si vous voulez. À la fin, j'aurai un repository.add pour rajouter l'entité qui vient d'être créée. Et ben oui, là, ce sera bien du Zen. À la fin, je veux vérifier que ça a bien appelé la méthode add avec les bons paramètres. Mais en contrepartie, cette méthode add sur mon repository ne sera pas dans la partie given. Ça ne me donne pas une info en entrée, c'est bien, je vérifie si ça a fait une info en sortie. Alors, ce que je vais peut-être mettre quand même dans le given, c'est que la méthode add, je m'attends à ce qu'elle me renvoie une future de unit. C'est pour des raisons techniques, c'est du code asynchrone. Il faut que ça me renvoie un truc qui dit que ça a fini le traitement. Et c'est tout. Donc voilà, un petit rappel. C'est un code smell que chaque fois que je mets un when, je mets aussi un zen sur mon mock est appelé tant de fois. Et je voudrais, avant de finir, quand même insister sur un point important. C'est que les tests sur la partie adapteur à droite, je ne peux pas moquer les librairies de tests. Les librairies utilisées sur la partie adapteur. Si ma partie adapteur, c'est d'utiliser un ORM pour enregistrer en base de données, je ne moque pas mon ORM. Si j'utilise une librairie HTTP pour faire un appel HTTP à l'extérieur, je ne moque pas mon client HTTP. Je vais devoir faire un test d'intégration forcément. Et ce qui fait que si on vous a donné comme objectif de faire des tests unitaires où on moque tout
sur 100% de votre code, vous ne pourrez pas le faire sur la partie adapteur, ce qui est une partie technique. Sur cette partie-là, il n'y a que des tests d'intégration qui ont un sens. Soit via un test de bout en bout, indirectement, et sur plein de notre code base, des fois, on n'a même pas de test d'intégration focus sur une classe adapteur d'infra. Je vais peut-être vous mettre un schéma. Voilà, en bas à droite, là j'ai un Postgre Running Session Repository. Soit je fais un test d'intégration dédié à cette classe, mais du coup, il faut que je monte un vrai Postgre dans Docker pour pouvoir m'assurer qu'elle marche bien. Soit je profite d'un test de bout en bout qui indirectement monte aussi le Postgre dans Docker pour vérifier cette partie-là. Du coup, il y a plein de gens qui... Enfin, de ce que j'ai constaté, en tout cas, il y a plein de gens qui se servent d'un test de bout en bout pour tester vraiment l'insertion dans Postgre, et en plus de ça, ils font un test soi-disant unitaire qui moque tous les détails de la lib utilisée à droite. Donc, non, vous pouvez, dans votre test de bout en bout, garder que votre test de bout en bout sur cette couche-là, dans ce cas-là, s'il marche bien. Le seul piège, c'est que des fois, le test de bout en bout, il commence à devoir tester très indirectement des choses de la partie droite. Par exemple, est-ce que j'ai bien validé tel cache? Est-ce que j'ai bien fait ceci, cela? Et quand votre test de bout en bout commence à vérifier plein de petits détails techniques, ça vaut le coup de faire un test d'intégration dédié sur la partie de droite plutôt. Il y a un entre-deux qui peut être intéressant aussi, ça peut être le test de composants, où tu vas simuler ce qu'à la sortie de ton système et t'as pas à faire toutes tes couches réseau. Oui, pour ces orchestrations, ça peut être cool. Exactement, je pense que c'est plus ou moins ce qui correspond à cette slide, ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire j'ai un test, alors j'ai appelé fonctionnel, mais on est tous d'accord que tous les tests sont des tests fonctionnels, j'ai un test qui va de l'appel d'HTTP de mon application jusqu'aux interfaces que j'ai fait à droite, c'est-à-dire aux ports secondaires, mais pas plus loin. Comme ça, mon application, si je la change complètement pour remplacer Postgre par DynamoDB dans le cloud, ce test restera le même en fait. Moi, je vais même un cran plus loin. Mon test d'inté va taper des trucs, mais que je vais monter entre guillemets à la volée, quoi. Là, il n'y a pas inté. Le test de composant, il part de l'entrée, il va jusqu'à la sortie. Juste, il appelle pas des vrais trucs externes. Ah, ok. Ok, d'accord. Oui, c'est une stratégie, effectivement. Moi, ma stratégie actuellement, là, c'est que quand j'ai un service HTTP appelé, genre mon service Weather Provider, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vrai appel chez eux, et je vais copier-coller leurs réponses chez moi. Et je vais utiliser ce qu'on appelle, par exemple, WireMock, c'est une ligne qui lance un petit serveur web interne, voilà, pour simuler vraiment la réponse HTTP. Et du coup, ça ne me couple pas une lib HTTP en particulier. Je peux faire un test d'intégration. Au moment où je l'écris, mon test, je l'écris en premier avec WireMock, et après, je choisis une lib. Voilà. C'est exactement ça. Il y a un petit piège avec ça, par contre, c'est que le service en face, s'il a changé son interface, moi je me rends pas compte parce que je l'ai moqué dans WireMock. Alors moi, je garde le test d'intégration qui m'a servi à récupérer le premier résultat. Très bien. Il y en a qui appellent ça du contrat, du test de contrat. Je ne dis pas de bêtises. Test de contrat, c'est ça. J'ai toujours un vrai appel. Pardon. Oui, tu peux avoir un vrai appel, ou alors tu peux avoir un truc qui tourne une seule fois par jour, une suite de tests de contrat qui appellent mes gens à l'extérieur pour vérifier si ça correspond toujours à ce que je croyais qu'ils me renverraient, par exemple. On a quelques experts du scrapping de sites web dans ce chat, je crois, qui doivent bien connaître ce type de campagne. Oui. Et je vais finir sur un truc, et ensuite j'en ai fini. Je vais vous montrer donc, dans la code base PHP une grosse bêtise que j'ai réellement fait dans ma vraie vie de vrai développeur. C'est que à un moment j'utilise une librairie REST, enfin une librairie HTTP pour faire un appel HTTP. J'essaie de voir où c'est. Je moque du coup le fonctionnement de ma lib HTTP, c'est-à-dire je m'attends à ce qu'il y ait une méthode get qui soit appelée une fois et qui renvoie une réponse. La réponse, c'est un truc qui vient de ma lib, donc je suis aussi obligé de moquer la classe que me renvoie ma lib HTTP. Je suis obligé de moquer le fait que sur cette lib, je vais appeler une méthode, je sais plus quoi. Bref, je moque tous les détails d'un plem de non seulement de la lib que j'utilise, mais en plus de toutes les classes intermédiaires qu'elle me renvoie. Et en fait, je fais une grosse connerie, c'est que je suppose que dans le cas où je vais recevoir une not found, ça va... Non, là, c'est la bonne solution. Ce que j'avais moqué dans un premier temps, c'est le fait que ça va me renvoyer une réponse avec un code 404 dedans. Alors que dès que je me suis mis à appeler la vraie lib HTTP, en fait, au lieu de me renvoyer un code 404, ça sera une exception. Et en fait, c'était un réglage de ma lib pour dire en cas de 404, est-ce que je veux que ça se trouve une exception ou est-ce que je veux que ça me renvoie une réponse avec un statut 404 ? Si vous moquez tous les détails du fonctionnement de votre lib et que vous faites des suppositions sur son fonctionnement, vous vous rendrez jamais compte de ce bug. Donc c'est aussi pour ça que moquer une lib n'a aucun sens. Don't mock what you don't own.
sera ma phrase de conclusion, je pense. Et je vais mettre la dernière slide en vous rappelant votre petit gage, vous mettez given when then, ou alors des méthodes privées qui commencent par given when then. Et même si, parce qu'il faut bien débuter, vous écrivez un test après coup, demandez-vous toujours qu'est-ce que j'aurais écrit si j'avais écrit mon test en premier. Et c'est le seul chemin pour aller un jour vers des vrais tests en premier. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à toi. Hop, et peut-être tu peux couper ton partage pour qu'on fasse la conclusion, le temps que Nolwenn, qui est à l'accueil ce soir, remette sa cam et nous fasse une conclusion d'enfer. Chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des insultes pour notre speaker de la journée. Non, les insultes pour l'orga et les questions et les remarques pour le speaker. Et nous, on prend la partie insulte. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours à faire. Donc, merci Jean-Marie pour ta présentation. On était bien content de t'avoir. On a bien pu diverger au milieu, donc tout va bien. Tout s'est bien passé, tout était sous contrôle. Bon, Twitch était un peu moins sympa avec les spectateurs, du coup. Dommage pour eux, mais on va rapidement mettre en ligne tout ça. Donc, on partagera aussi les liens vers tes repos, vers ta présentation. Donc voilà. Ok. C'était donc une soirée de Software Crafter Lyon. On se réunit depuis le premier confinement 4 fois par mois. Je me permets juste de lire un des retours qui a été fait dans le chat, parce que je pense qu'il peut être assez bien pour ton hubris, puisque Site59 nous dit « Merci beaucoup, c'est le talk le plus utile auquel j'ai jamais assisté ». Voilà, pour l'hubris, je sais pas si tu es sensible à ça, mais ça me semblait... Je ne mérite pas, mais je remercie quand même. Je prends quand même, ça me fera du bien pour dormir. On a du bravo, super intéressant, des questions. Sid Diallo, donc Nolwenn va nous inviter à la vraie soirée après. J'y serai, je te propose de passer. Est-ce que c'est possible d'avoir accès aux slides? On a dit oui, il me semble, plusieurs fois, mais tu confirmes, on va partager ça. Je ne les ai pas encore partagés, je les partage juste après la soirée. Ok, sur nickel. Twitter, et je pense que vous allez les relayer. Le temps d'apéro, on mettra tout ça en place. C'est ça. Donc je disais, on se réunit 4 fois par mois, à la fois sur les sessions des coding dojo, le midi, le soir, donc ou après, selon les mois, les soirées DDD, les soirées talk, comme ce soir, les soirées lecture. Donc voilà, donc on se réunit en ligne, on verra peut-être en septembre si on revient un peu sur du physique, mais je pense qu'on va garder encore une bonne partie en ligne, puisqu'au final, les outils sont accessibles, fonctionnel, sur Twitch quand ça veut pas. Donc voilà, donc ce qui va se passer, c'est que par la suite on a le moment préféré de certains membres de l'organe notamment et d'autres, c'est qu'on va pouvoir discuter après sur notre Discord. Quelqu'un va vous fournir le lien, donc on sera apéro, donc on pourra dire des choses plus ou moins intelligentes, plus ou moins bienveillantes, mais ça à discrétion. Donc, normalement, on fait la pub pour dire qu'il y a des prochains événements qui auront lieu en juin, bien entendu, mais sauf qu'ils ne sont pas encore publiés. Ici, il y en a un qui a été publié pendant la session, là. Ah. Coding Dojo du midi, le 4 juin, midi et quart. Puis on peut spoiler les dates, hein, je pense. Sur les prochaines. D'ailleurs, ce Coding Dojo-là sera notre 200e événement. C'est celui-là ? Eh bien écoutez, venez pour cette 200e session. C'est beau. C'est beau. Vous pourrez dire j'y étais. D'ailleurs, c'est le sujet, ce sera Foobar Quicks. Donc, ouais, le remake de Kids Buzz. Un retour aux basics. Souvent, il y aura des sujets un peu pointus ces derniers temps. Donc, on va repartir sur des choses plus calmes. Donc voilà, donc si vous voulez participer à l'organisation, vous êtes les bienvenus. On a 4 tâches à se partager à 7 pour le moment, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais il faut le faire quand même. Notamment, on a choisir les sujets, choisir les dates, faire l'accueil, faire l'inspecteur des travaux finis, donc c'est lui qui fait les relances en théorie. Et voilà, et puis après, pour ceux qui préfèrent, on peut faire aussi pilier de barre, mais actuellement, pas trop. Ça reste en ça qu'on est les meilleurs quand même.
Donc voilà, le temps que je parle, moi aussi je dois à l'erreur 2000. Donc le pod est tombé pour moi, désolé. Plaisir. On peut peut-être annoncer un tout petit peu, donc c'est pas encore officiellement annoncé, mais pour l'instant les dates c'est 10 juin, 10 juin soir, 15 juin soir et 24 juin soir pour les dates de juin. C'est pas encore calé, mais vous avez l'habitude, vous savez qu'on fait tout au dernier moment, donc ça va venir, pas de problème. Pendant que Kevin nous demande si on peut te poser des questions techniques directement sur Mythic. Bien sûr, ouais. Comme réseau social. C'est encore une personne d'ailleurs, donc si vous avez un doute sur le fait que vous ayez ou non niveau, ça se passe bien. C'est sûrement avec moi que vous ferez l'entretien, et l'entretien c'est du live coding en fait d'Hexagonal. Petit spoiler, vous n'avez pas besoin de le connaître. Je vous guide en fait, et on fait du pair programming hexagonal, c'est comme ça que se passe l'entretien. Et ben voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter, nous? Je pense qu'on est pas mal. Donc, Est-ce que... Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Si jamais vous avez des gens qui veulent présenter pour les talks, ils seront les bienvenus. On va voir, ouais. Jean-Marie, est-ce que tu veux qu'on fasse un rôti? Oui, carrément, je veux bien. Ça Et puis t'intéresse? du coup, j'en profitais pour en faire un pour vous aussi, parce que j'étais très content de votre invitation, de l'animation. Voilà, les problèmes techniques, vous y êtes évidemment pour rien. Donc voilà, merci mille fois de m'avoir donné l'occasion de faire ce talk. Surtout que j'avais fait une première version dont j'étais pas totalement satisfait. J'ai pu rajouter quelques slides là, donc merci beaucoup de m'avoir invité. Eh ben écoute, avec très grand plaisir de notre côté, pendant que les plus habitués du chat sont déjà en train de mettre une note de 0 à 5, 0, vous avez perdu votre soirée, fermé Twitch, 5, vous avez passé un truc, vous avez vu un talk incroyable et c'était trop bien. N'hésitez pas à le mettre, n'hésitez pas à motiver vos réponses si elles sont pas très... Enfin, si vous pensez que c'est intéressant. Gauthier, j'imagine un peu, mais voilà, si tu veux en dire un peu plus, avec grand plaisir. Donc on a du 5, 5, 5, 5 plus 3 de Gauthier, mais que j'imagine 5, 4, 5, 4, 5. Voilà, effectivement, donc toi, ouais, toi plutôt intéressant pour toi. Le format en ligne, pas trop impressionnant? Non, alors c'est juste que j'ai noobé sur le fait de réussir à lire le chat Twitch en même temps. J'étais un peu frustré là-dessus. J'aurais aimé faire un truc plus interactif, mais en même temps, j'aurais encore plus digressé, j'aurais perdu encore plus de temps. Donc je pense que vous avez fait un très bon travail de filtrer les questions en fait. Je t'ai remonté quand même quelques trolls que tu saches ce qui se passait. Les meilleurs. Mais voilà. Eh ben écoutez, il est temps de passer à la vraie soirée du coup. Voilà. Pour bien définir un mock, un stub, un spy, un double, et si tout rentre dans une TARDIS monade. N'hésitez pas. Ah, ça va sûrement parler TARDIS monade, c'est le sujet de demain matin, donc spoiler. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, nous on débrief un tout petit peu dans un chat secret, privé, tout ça là où on est, et puis on va rejoindre la plèbe dans Blabla dans quelques minutes. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Codez bien, amusez-vous bien, et puis on se retrouve très bientôt en ligne et espérons bientôt en physique. Il y a une question qu'on nous pose beaucoup, est-ce que quand on reprendra en physique, on fera encore des choses en ligne, en stream, etc. On n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien. On va certainement faire une pause l'été et faire une réunion extraordinaire autour d'une bière et on verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. Ça implique un peu de matériel, un peu plus d'orga et organiser et anticiper, c'est pas vraiment notre point fort aujourd'hui. Voilà, c'est un peu le problème. Mais voilà. Écoutez, est-ce que tu as un mot de la fin, Jean-Marie? Tardis monade, c'était tellement bien que je pense qu'on peut conclure là-dessus. Eh ben, Tardis monade.